Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à C'était hier, un C'était hier spécial consacré au concours de menterie de patrimoine Bécancour. Et là, j'ai le plaisir, cette année, le concours, il se passe à l'église de Sainte-Gertrude. Et là, je suis avec l'équipe du Café des Trois Cloches, Sylvie Lachance, Isabelle Méran. Là, en plus de nous recevoir à l'église, là, Sylvie, là, vous allez avoir un rôle particulier, tous les deux, dans ce concours-là. Oui, on anime. C'est une première dans notre vie. On n'a jamais fait ça. On est habitué de faire des petites vidéos, mais on coupe au montage, on reprend, on revient. Là, c'est en direct. On va voir ce que ça a l'air. Puis Isabelle, est-ce que c'est vous autres qui vous êtes offert d'organiser le concours ou si on vous a demandé? C'était qui a eu l'idée de départ? Puis là, comment on a reçu ça, cette invitation? Avec grand plaisir. Patrimoine Bécancour, là, moi, j'avais aucun problème. J'étais vraiment contente de les aider. Là. Je trouve que c'est un organisme qui fait des belles choses, qui promouvoit la conservation de notre patrimoine. Fait que moi, ça vient me toucher automatiquement. Puis là, Sylvie, après avoir animé, là, ça annonce-tu le fait que tu vas devenir une menteuse dans l'édition 2024? Je ne penserais pas. Moi, je mens jamais. Merci les filles de nous accueillir. Je suis avec Jean-Paul Pépin, ex-menteur. Là, on a passé le flambeau un peu, Jean-Paul. Passer le flambeau pour le mieux parce que ça m'a permis d'aller chercher 3 recrues. On est dans la période de repêchage, nous aussi. Alors, c'est une fille et 2 nouveaux menteurs, mais il y en a 2 dans ça qui étaient là l'année passée. C'était Alain Pascal Doucette. Pascal Doucette et Xavier Nourry. Oui. Ouais. Et puis, eux représentent en fait le Quai en fête. Oui. Parce que c'est 3 employés de Quai en fête. Et puis Clairette est bien contente, mais elle a l'honneur du Quai en fête. Et c'est ici que ça se décide aujourd'hui. Et là, il y a moi aussi qui est recrue, mais on ne parle pas de moi. Puis on a notre belle jeune Mme Riopelle aussi. Oui, je t'ai pas mentionné d'un recrue parce que tu es partout. Ça fait que là, tu fais partie des meubles de la ville, toi. Puis, moi, je suis pas un Bécancourois. Fait que ça, j'ai un privilège. Je suis comme un joueur russe. Vous allez été me chercher en Europe. Là. Tout le monde est invité, pourvu que tu parles de public. Ça se passe à Bécancour, mais c'est une bonne affaire qu'on fasse de l'expansion. Oui. Ouais. Parce que là, on va parler de l'origine. Le concours de menterie, c'est une activité de patrimoine Bécancour. La première année, c'est en quelle année? L'année du 50e anniversaire de la ville, il y a quelques années, là, on est 2015 à peu près? 2015, parce qu'il y a eu 2 ans où on a arrêté à cause de la COVID. Ben oui. Maintenant, ça, c'est la 7e édition. Et puis, c'est une raison pour aller chercher des fonds pour rénover un des plus beaux bâtiments de la ville, c'est quoi le presbytère de Saint-Angèle, qui est le chef-lieu de patrimoine Bécancour. Maintenant, on se cassait la tête, on fait-tu des infrastructures pour aller chercher des fonds ou on sert du cerveau des gens comme outil pour ramasser des fonds. Et dans une église, ça ne coûte rien. Les cerveaux ne nous coûtent rien et les églises ne nous coûtent rien. Puis avant de commencer le show après-midi, là, on a déjà 10 000 de ramasser pour l'aménagement et qui va nous coûter cet été 26 000 pour la peinture des galeries. Puis là, on va se transformer en Ligue du Vieux-Poil un peu. Oui. On a ça au hockey, on a parlé de repêchage tantôt. Oui. On a comme des anciens joueurs là, qui viennent analyser. Là. Oui. Vous, là, qu'est-ce qu'il faut observer? Là? Les gens qui vont regarder l'émission à Télécœur, qu'est-ce qu'il faut observer? C'est quoi qui fait un bon menteur? Un bon menteur, d'après moi, c'est la présentation, la crédibilité de la menterie. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Faut que tu comptes une menterie là, qui dise, mais crime, c'est peut-être vrai. Moi, on m'a donné un exemple. Moi, j'avais déjà inventé une moulée faite avec des carcasses de poulet. Mais une année, on s'est trompé et on a mis des carcasses de pigeons voyageurs. Et puis, les chiens qui mangeaient cette moulée-là revenaient. Alors, il y en avait de Saint-Hyacinthe, il y en avait de Trois-Rivières, partout. Puis les gars, ils ont dit, c'est quoi? Le vétérinaire est venu, puis il a dit, vous êtes trompé de moulée.
Parce que scientifiquement, là, si tu vas dans le cerveau d'un pigeon voyageur, il y a une magnétite. C'est un métaux qui vient du Grand Nord. Et c'est comme. Puis ça fait revenir les pigeons à leur place d'origine. Bon, alors, c'est ça une menterie. C'est que c'est peut-être vrai. C'est pas une histoire, là, une fois c'est un gars, là, parce que ça, tu passes plus. Mais là, puis là, on a le champion défendant, Pascal Pépin, qui avait été. Ça, c'est votre fils, Pascal Pépin. Pascal Doucette, qui avait été un succès l'année passée. Tu avais une histoire d'Evil Doucette, qui n'était pas Evil qu'Evil. Là, vos prédictions cette année, là, c'est qui là, qui va se démarquer? Peut-être peut-être le côté féminin va l'emporter. Peut-être que j'ai peur de Jean-Guy Dubois qui vient de chercher son trophée. Lui avait fourni le trophée. Mais Jean-Guy, tu sais comment que c'est un écrivain, puis c'est un ratoureux. Ratoureux, c'est un conteur. Ça fait que ça, c'est... ça se peut qu'il tire un peu dans la gang, mais il y en a tellement. Les 10 menteurs cette année, là, c'est des tops. Tu le sais, tu le lis dans ça, là. C'est des tops. C'est comme un match des étoiles. Oui, on est en finale, là. On est en finale, puis moi, je te dis, là, je lance un défi à tous les concours de menterie dans la province. On peut vous accoter n'importe quand sur invitation, mais à condition que vous veniez ici, voir nos belles routes. Oui, puis ça, c'est pas de menterie. Non, moi, là, je suis prête. Moi, je laisse, c'est ma retraite cette année, mais je serais prête à en organiser un provincial. Ouais. Pourquoi pas? Parce qu'au début de notre concours, on avait eu des professionnels qui étaient venus, ils avaient fait conjointement avec nous un concours de menterie, puis ils ont dit « Qu'est-ce qu'on fait ici? On n'a pas d'affaires ici. Bon. Vous êtes meilleurs que nous autres. Bon. » Fait que là, on va se préparer, on va regarder ça. Merci Jean-Paul, merci d'avoir organisé ça des années, d'être encore là. Merci beaucoup, M. Pépin. Ça me fait plaisir, puis que le meilleur gagne, ou que la meilleure gagne. En effet. Merci. Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce 7e concours de menterie de Patrimoine Bécancour. Mon nom est Raymond Cormier, je suis président de Patrimoine Bécancour. Donc, merci d'être venu en si grand nombre. Merci d'abord à la fabrique qui nous ont prêté leurs locaux ici, c'est très apprécié. Merci aux menteurs parce que c'est vraiment, je le sais, c'est pas si facile que ça, compter des menteries quand on est une honnête personne, mais ils se forcent, je veux dire qu'ils se forcent beaucoup. Merci également à nos annonceurs. Vous avez le programme Souvenir avec des annonceurs. C'est des commerçants, des professionnels locaux. Je vous demande de les encourager. Vous avez toute leur adresse, donc tout le long de l'année, je vous invite à les encourager parce que c'est une bonne part de notre financement, les commandites des annonceurs. Merci aussi à Jean-Paul Pépin, qui est notre responsable en chef du concours. Merci à M. Maurice Richard, qui va agir comme président d'honneur cette année. Merci également à nos 2 maîtres de jeu, Sylvie et Isabelle. Merci aux 3 juges qui vont s'asseoir ici. Et j'ai également, je voudrais souhaiter la bienvenue à Mme la mairesse et à ses conseillers. J'en ai vu plusieurs, dont un menteur ici, mais je vous leur remercie beaucoup de nous encourager ici ce matin, cet après-midi, c'est-à-dire. Donc, merci à tous et je vous présente tout de suite Sylvie qui va continuer notre meneuse de jeu. Merci. Bonjour tout le monde. Il y a beaucoup de monde à la messe. On n'est comme pas habitué à ça. On est tout énervé. Bien, merci de vous être déplacés malgré les tout petits travaux qui dérangent un petit peu ici et là. Et on va tout de suite passer à notre président d'honneur, M. Maurice Richard. Monsieur Maurice, vous savez, on a beaucoup de respect pour vous et respect pour tout ce que vous avez fait. Respect pour ce que vous êtes
Mais les organisateurs du concours nous ont écrit en gros caractères gras de vous interrompre parce qu'il paraît que vous n'arrêterez pas. Donc, c'est un peu malaisant pour nous d'aller vous interrompre. Si c'est possible de respecter le temps, ça nous faciliterait beaucoup les choses. Alors, on accueille tout de suite le président d'honneur, M. Maurice Richard. Soyez certaines que je vais dépasser. Alors, mesdames, messieurs, madame la mairesse, membres du conseil municipal, distingués invités, et particulièrement la série de menteurs officiels, moi qui ai passé ma vie en politique, je sais bien que c'était pas mon mandat, évidemment. Alors, quand on m'a demandé, quand Raymond, le président a demandé « Est-ce que tu voudrais être président des menteries? » Ça ne marche pas, là. Alors, j'ai dit, la condition est simple. Je raconterai plus l'histoire de Pinocchio. C'est la 7e édition, mais je ne pense pas qu'on aura... On sait, Pinocchio, que quand il mentait, le nez... Salut, Jean-Paul. Pinocchio, lui, passe-moi là. Merci, Jean-Paul. Alors, j'y vais avec l'histoire de Pinocchio, et c'est un conte, hein? Mais c'est comme La Belle au bois dormant, mais c'est pas vilain, c'est intéressant, même si c'est en Italie en 1883. C'est un ouvrier qui s'ennuyait chez lui, et il y a un de ses chums qui amène un morceau de bois dans lequel il y a une bébite, un grillon, qui parle. C'est déjà assez original. Alors, il fabrique son pantin, et son pantin commence à bouger. Lui, le menuisier, jouait de l'accordéon, et le pantin sautait, dansait sans arrêt. Et là, le grillon dit au pantin, parce que là, il venait de créer Pinocchio, là, il dit à Pinocchio, il faut absolument que toi t'ailles à l'école. Parce que ton espoir, c'est de devenir un enfant vivant, mais il faut que tu t'instruises, sinon tu vas être innocent. Il faut absolument que tu ailles à l'école. Pinocchio dit, oui, mais il aimait mieux s'amuser, effectivement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pinocchio, à un moment donné, croit ça, puis le sac à dos s'en va vers l'école, mais en route, il voit tout à coup un cirque, une immense tente en couleur avec de la musique. Fait que vous avez compris qu'il avait oublié l'école. S'en va vers la tente, et là, c'était un cirque de marionnettes. Le propriétaire de marionnettes a compris assez vite que ça pouvait être intéressant d'avoir une marionnette, pas de câble, pas de fil qui les retenait. Il fonctionnait sans fil. Il a compris que la business était bonne. Donc, Pinocchio se retrouve sur le stage à faire des spectacles de marionnettes avec des vraies marionnettes, mais il a oublié l'école. Sauf qu'au bout de quelques jours, il s'ennuyait d'aller rencontrer son créateur, en fait son père, Geppetto, et il dit au propriétaire, écoute, je m'ennuie trop, il faut que je parte. Alors le propriétaire lui donne quelques pièces d'or, il reprend son sac à dos, il s'en va pour aller rejoindre son père. En route, il rencontre un chat puis un renard, qu'eux autres savaient qu'ils venaient d'avoir des pièces d'or. Alors, ils ont tout fait pour y voler ces pièces d'or. Alors, lui, ce qu'il fait, il se retourne, il avale les pièces d'or, puis il commence à mentir. Évidemment, son nez allonge. Résultat, le chat et le renard se tannent, ils partent, mais ils l'ont pendu à un arbre. Là apparaît quelque chose de normal, une fée. La fée bleue. Et la fée voit Pinocchio, elle décroche, elle l'amène chez elle, puis elle lui dit que faut qu'il fasse attention, arrêter de mentir. Puis elle lui demande s'il y avait des pièces de monnaie. Évidemment, il a dit non. Le nez continue à allonger. Là, elle dit, écoute, là, t'es jeune, t'es un enfant, il faut absolument que tu ailles à l'école. Et puis, ton nez va arrêter de grandir, mais va t'instruire. Et là, elle a fait venir des pics-bois, carrément des pics-bois, pour lui casser le nez, puis rendre le nez un peu plus normal. Et là, Pinocchio est bien intentionné d'aller à l'école. Il reprend la route avec son sac à dos. Tout à coup, le chat et le renard le rencontrent à nouveau. Et le chat et le renard lui disent « Hey, il y a un chant des miracles. Je sais que tu nous as dit que tu n'avais pas les pièces d'or, mais si tu les as, tu devrais aller enfouir ton or là, parce que ça, elle se multiplie en l'espace de quelques heures. C'est ça le miracle. » Pinocchio fait croire que c'est correct. Quelques minutes après, il s'en va vers le champ, le parc des miracles, enfoui dans un trou ses pièces d'or. Vous avez compris que le lendemain matin, il retourne pour voir s'il y en a plus. Bien évidemment,
le chat et le renard avaient été y voler ses pièces d'or. Donc, il revient penaud, puis il revient chez la fée bleue. Et là, la fée bleue a dit, « Écoute, là, ça ne marche pas ton affaire, il faut absolument que tu ailles à l'école. » Il reprend son sac à dos, reprend, il y a beaucoup de répétitions, là, reprend le chemin, et tout à coup, il voit une charrette plein de jeunes qui chantent, qui crient, qui dansent, tirés par des ânes. Parce que la fille avait dit, si tu ne vas pas à l'école, tu vas un jour te trouver comme un âne, tu ne connaîtras rien. Parfait. Alors, il s'en va pour s'amuser avec eux autres, un bon bout de temps, et un bon matin, il se lève, il est devenu un âne. Il pousse des oreilles, il pousse du poil, et puis il arrête de parler. Fait que là, il fait des spectacles à ce nouveau cycle un bout de temps, se casse une patte, et, ça c'est gentil, se casse une patte, et le propriétaire le jette à la mer. C'est là que c'est sur le bord de se terminer. Merci. Alors, le jette à la mer. Il est avalé par un immense poisson, requin, baleine. Et il tombe dans le ventre du gros poisson. Qu'est-ce qu'il voit? Une chandelle et Geppetto, son créateur, qui avait été aussi, dans sa recherche, avalé par le gros poisson. Là, ils s'embrassent, ils font un feu dans le ventre du poisson. Le poisson s'écoeure, puis il les rejette sur la plage. Surprise, la fée est là. Et la fée dit, on va former une famille. Et elle dit, prends soin de ton parrain qui vieillit. Et maintenant, avec un coup de baguette, elle le fait devenir un humain, un jeune, un enfant qui devient Pépito dans cette nouvelle famille-là. Ça, c'est l'histoire de Pinocchio. En résumé. Après ça, vous la racontez comme vous voulez. Juste une réflexion. C'est un conte de 1883. Dans la salle ici, la moitié des gens, vous avez un animal de compagnie. La moitié. Dans cette moitié-là, la moitié aussi, ce sont des chats. Il y a une statistique qui est sortie dernièrement. L'autre moitié, c'est des chiens. Je vous fais réfléchir. Votre animal, là, il y en a qui dorment avec. Il y en a qui mangent à la table avec eux autres. Le moins d'affaires, ils vont chez le vétérinaire. Ce n'est pas comme des hôpitaux, il y a un service rapide, vous n'avez rien qu'à payer. Et vous les aimez comme des enfants. Et il arrive un moment où votre chat et votre chien, vous le considérez comme un humain et vous lui parlez. Bon après-midi, amusez-vous. Juste un petit mot. On inviterait les menteurs à aller s'asseoir dans l'église parce que vous n'entendez pas bien assis ici et vous allez manquer les histoires. Alors, vous pouvez aller vous asseoir. Alors, ce n'est pas au programme, donc c'est embêtant de le demander à l'eux deux, mais à Sylvie et Isabelle, Raymond, le président de Patrimoine Bécancour et moi, on voudrait leur offrir une toile pour leur participation au développement du milieu et au développement du patrimoine à Bécancour. Bon. Après ces courts discours, c'est à mon tour. Aujourd'hui, pour présider la Cour des menteries, 3 juges d'exception se joindront à nous. Ancien boucher de formation, bien connu pour son verdict tranchant, son air sévère, et aussi pour sa grande générosité à tester les pâtisseries de tous et chacun, se joindra à nous l'honorable juge Ben Tivierge. Pour le seconder dans sa tâche, la jeune aux 1000 projets, qui même à 60 ans aura l'air à peine sortie de la puberté, directrice de la Maison des jeunes de Sainte-Gertrude, la rayonnante juge Sonia Richard. Pour clore le jury, sans nul doute, cette dernière saura mettre à mort les menteurs pris en défaut par son verdict sévère. Descendante d'une longue lignée, faites place à notre ancienne croque-mort, la très divertissante Denise Godette. Assemblée, veuillez vous lever pour accueillir nos honorables juges
Ben Tivierge, Sonny Richard et Denise Godette. On va rapidement. Les règles, je pense que tout le monde les connaît beaucoup. Les menteurs doivent faire minimum 4 minutes. Donc, quand leur 4 minutes est fait, vous allez entendre. Pas assez fort? Ensuite, ils ne doivent pas dépasser 7 minutes. Donc, à 6 minutes et demie, vous allez entendre. Isabelle, je vais te donner ça parce que c'est un peu dans les jambes. Et finalement, à 7 minutes, on va entendre le bruit. C'est terminé. Alors, on va tout de suite commencer. Ici. OK. Feuille. Change de page. Il est où? Alors, le premier menteur qui aura l'honneur de casser la glace ce soir, moi, on me dit, tout le monde craque pour lui. Accueillons Yolande Guimont. C'est bon comme ça? Vous m'entendez? Un petit peu plus haut. Ah, c'est bon. C'est parti? C'est bon. Donc, ça se passe en 1984, l'été 1984. Je suis au début de la vingtaine et je travaille à la quincaillerie chez Ibergent. Je fais aussi du théâtre avec la troupe Lac-Tajou à Gentilly. Et là, c'est la nouvelle passion, c'est l'improvisation. L'improvisation, la Hélénie à la télévision. L'improvisation, on a fait un show au Carnaval. Et là, j'aimerais bien organiser une soirée d'improvisation à la brasserie Namazac. 1984, c'est aussi la construction de l'aluminerie de Bécancour, dans le temps que ça s'appelait la Pichenée. Donc, il y a plein de monde dans le village, il y a plein de nouvelles personnes. Qu'on rencontre puis qu'on doit s'identifier. Salut, comment je m'appelle? Yolande Guimont, je travaille avec Quincaillerie, etc. Donc, l'histoire, ça commence, on est un vendredi soir à la brasserie Namazac. Je suis au comptoir en train de prendre une bière avec Raymond Roy. Puis on est en train de planifier, de savoir où est-ce qu'on va mettre la scène parce qu'on veut organiser une soirée d'improvisation. Donc, on entend un gars parler au téléphone public. À la brasserie, il y avait un téléphone public, là, où on mettait des 30 sous. Là. Ça, c'était entre les deux portes. On entend le gars parler, puis il parle fort, pas mal. Là. Puis, à un moment donné, il arrive à côté de moi, puis il demande à Raymond, donne-moi de la monnaie, donne-moi de la monnaie. Il retourne, puis encore, on l'entend parler fort. Fait que là, Raymond, il dit, tabarnak, ça fait une demi-heure qu'il parle au téléphone, ça n'a pas de sens. Fait que moi, je sors, puis là, je patiente un petit peu entre les deux portes, puis je rentre, puis j'essaie d'écouter qu'est-ce qui se passe, puis j'entends rien. Fait que je dis à Raymond, il dit, écoute, il parle à son avocat, puis ça va pas bien, mais à part de ça, je sais pas trop. Fait qu'on continue à jaser où on va mettre les tables, les kits. Le gars, il arrive à côté, puis il dit à Raymond, hey, là, donne-moi une bière, ça presse. Fait que là, je me retourne, je dis, oh, ça va pas bien. Il dit, non. Il dit, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais ici?
m'appelle Léo, je suis manœuvre à Pichenet. Puis toi, là, il m'a passé une bulle au cerveau. Au lieu de dire Yolande Guimond, j'ai dit, je m'appelle Yvan Laliberté, je suis avocat. Et puis, je travaille à Sorel. Je suis avocat pour les Hells à Sorel, mais là, je suis en visite pour voir ma mère à Gentilly. Fait qu'il me dit, tabarnak, un avocat, j'ai besoin de toi. Viens, on va aller s'assurer une table et on va parler ensemble. Fait que là, je dis à Raymond, bon, on se reparle tantôt. Fait que je m'en vais m'asseoir à la table avec. Là, il me conte son histoire. Hey, je me suis fait pogner pour la ballonne hier, tabarnak, avec un policier à Gentilly, un grand roux. Un grand roux, policier à Gentilly. Victor? Ben oui, Victor, c'est ça. Oui, Victor. Tabarnak, écoute, il faut que tu m'aides, ça va pas bien. Mon avocat, il ne veut rien entendre. Je dis, écoute, moi, là, Léo, là, je suis bien de valeur, mais moi, je suis avocat criminel pour les Hells, point final, mais je peux te donner des coups de main, par exemple. Écoute, prends le napperon, prends des notes. Là, quand tu t'es fait arrêter, là, y avait-tu son chapeau sur la tête? Ben, je sais pas. Ben, s'il n'y avait pas de chapeau, c'est peut-être une raison pour vice de procédure, tu sais. Y avait-tu son dentier dans la bouche? Parce que Victor, je le connais, des fois, il n'y avait pas son dentier. Qu'est-ce que c'est pas son dentier? Ben oui, mais prononce mal, tu sais. Puis, écris ça, tu diras ça à ton avocat. Écoute, des questions aussi pertinentes qu'une que l'autre. On a passé la soirée, 2 grosses bières. Puis là, j'ai dit, écoute, t'en parlerai avec ton avocat, puis c'est de même, qu'est-ce que tu veux? Hein? Des fois, ça arrive, des fois, ça abonne. C'est ça, mais à la prochaine. Fait que, coudonc, le lendemain, moi, je travaille à Quincaillerie. Fait que je suis samedi matin à Quincaillerie. Puis là, qui je ne vois pas arriver? Léo qui s'en vient chercher des vis. Ouh là 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 là! Le réflexe que j'ai eu, c'était d'enlever mes lunettes. Peut-être qu'il ne me reconnaîtra pas. Fait que là, il est rentré, puis il me regarde, il dit, « Hey, on s'est vu hier? » Non. « Ben oui, on s'est vu à la brasserie hier. » « Mais non, écoute, moi, hier, j'étais avec ma blonde, une petite Montembeau à Sainte-Gertrude. Là. Ah, c'est parce que tu as vu mon frère. Moi, je m'appelle Yolande. Mon frère s'appelle Yvan. Ah, c'est ça, ouais. Ouh. L'histoire a fini de même, mais de l'improvisation pas trop contrôlée. Merci bien. Nous allons appeler le deuxième ou la deuxième menteur. On a un jeune de la relève qui explique d'ailleurs par sa présence la venue de mes garçons à ce concours. Alors, on accueille Xavier Nourry. J'ajuste le micro. Ça va aller mieux de même. Moi, je viens ici. L'année passée, vous m'avez connu un petit peu. Je m'appelle Xavier Nourry, mais je viens ici pour revendiquer. On m'a volé de l'argent, on m'a volé une denrée rare, puis je suis vraiment ici pour venir vous en parler. Fait que l'histoire commence à peu près au mois de mai. L'année passée, il y a eu un spectacle de Joe Dassin. OK, je sais pas, par applaudissement, il y en a-tu qui sont venus au Camp Fête l'année passée pour le spectacle de Joe Dassin? Très beau spectacle, d'ailleurs. Mais ça m'a soulevé un questionnement. Fait que je m'en vais m'asseoir chez mon papy à Saint-Angèle-de-Laval, Yvon Des. Fait que là, je me mets à jaser avec, puis je dis, tu sais, papy, là, la chanson, tu sais, les petits pains au chocolat, ça dit quelque chose? Puis là, il me dit, ouais. La connaissez-vous, cette chanson-là?
Et tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Tabarnouche, on a des connaisseurs ici. Fait que là, je me mets à parler de ça. Puis si on se rappelle bien, la boulangerie de Saint-Angèle, c'est la boulangerie des Haies. Fait que là, moi, je fais un lien, tu sais, pain au chocolat, boulangerie des Haies, ils vont des Haies. Fait que moi, vu que je suis un fan à la fin, je me dis, il y a peut-être du cash à faire là. Fait que là, je me mets à investiguer, puis c'est de ça que je viens vous parler aujourd'hui, parce que ça m'a travaillé, ça m'a tracassé. Moment historique. Le 29 janvier 1965, Joe Dassin donne un concert à l'Olympia de Paris. 19h45. Joe Dassin mange une chocolatine sur son buffet. 19h46. Joe Dassin mange une galette à la mélasse sur son buffet. 19h46 et 30 secondes, Joe Dassin reprend une chocolatine. 19h47, Joe Dassin mange un pain au beurre. 19h48, Joe Dassin reprend une chocolatine. 19h49, Joe Dassin reprend une galette à la mélasse. 20h, Joe Dassin prend 3 shooters de Pepto-Bismol car il souffre de douleurs à l'estomac. 20h15, Joe Dassin commence son spectacle avec 15 minutes de retard car ce cochon s'est goinfré dans le buffet organisé par la boulangerie des Haies. À partir de ce moment-là, la quête de Joe Dassin était différente. Il n'était même pas encore connu internationalement, mais son seul but dans la vie, à partir de ce moment-là, c'était d'aller à la boulangerie des Haies, de rencontrer Marcel des Haies pour lui acheter en main propre ses pâtisseries. Mais même si tu es un artiste international, en 1965, il y avait un problème pour lui. On peut se dire, il va arriver en avion, il va aller direct à la boulangerie. Mais c'est pas le cas. Le pont La Violette, il n'existait pas en 1965. Le pont a commencé à être construit en 1964. En 1965, tout ce qu'il y a eu, c'est une explosion dans le pont. Fait que là, Joe Dassin s'est dit, je dois venir au Québec, je dois venir rencontrer Marcel des Haies. C'est vraiment tombé son but. Fait que là, il est tombé de plus en plus influent, puis il a commencé à influencer le gouvernement du Québec de plus en plus. Il n'a jamais arrêté, il n'a jamais arrêté. Le pont était censé ouvrir en 1969, mais grâce à Joe Dassin, le pont a ouvert en 1967. Coïncidence? 1967, premier concert de Joe Dassin au Québec. Je n'étais pas présent pour l'ouverture du pont parce que 1967, il y a vraiment longtemps, là, c'est très, très vieux. J'étais allé dans des annulaires de la mort pour essayer de voir est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui était encore né en 1967 parce que moi, j'ai aucune référence de 1967. Je me suis dit, hey, ce monde-là, c'est vieux, vieux. Finalement, je me suis rendu compte, Jean-Guy Dubois, tu avais 17 ans en 1967. Fait que là, Joe Dassin fait construire le pont, fait sa première tournée. Ça n'a pas été très, très médiatisé, mais il y a eu un vent que Joe Dassin est passé. Il a rencontré Marcel des Haies, mais ce qui l'a le plus marqué, là, est-ce qu'il y en a qui ont connu la pâtisserie des Haies ici? Ouais. C'est qui la plus belle femme qui travaillait à la pâtisserie des Haies? Est-ce qu'on a des noms? Raymonde des Haies. Ben oui. Joe Dassin a flashé sur Raymonde des Haies puis ses petits pains à Marcel des Haies. Mais là, on se rappelle, c'est le cousin éloigné. Mais là, il s'est dit, comment conquérir Raymond? Je vais y écrire une chanson. Fait que pendant 2 ans, il pense à ça, il pense à sa visite à Saint-Angèle, il pense à Raymond, il pense à Marcel. Mais Marcel, c'est quand même un homme sage. Il y a de la sagesse dans cet homme-là. Puis il s'est dit, moi, c'est pas vrai que je vais faire de l'argent là-dessus. Fait qu'il a demandé à Joe Dassin, il l'a appelé, il m'a dit, tu sais, avec les téléphones comme ça, là, il a dit, salut Joe, il dit, regarde, il dit, je veux pas que mon nom soit cité dans la chanson. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est plus dur d'aller chercher les droits de cette chanson-là. Mais il dit, tu peux quand même faire une chanson là-dessus. En 1969, la chanson Les petits pains au chocolat sort. En 1970, Joe Dassin repart en tournée au Québec. Il essaye de revenir conquérir sa douce. Mais Marcel, c'est pas un fou. En 1970, il a agrandi sa pâtisserie parce qu'il savait que Joe Dassin allait revenir pour la belle Raymonde. Fait agrandi la pâtisserie, mais il a dit « Je ne mettrai pas tout de suite les instruments dans ma pâtisserie. » Puis vous pouvez aller voir, il y a un article de La Presse là-dessus qu'en 1970, la pâtisserie des Haies a agrandi sa succursale. Mais il n'a pas mis les instruments parce que c'est un homme sage, c'est un homme sage. Fait que la chanson continue de rouler, il vient faire sa tournée, puis le maudit s'est jamais arrêté à Saint-Angèle. Il est passé tout droit. Fait que là, c'est les habitants de Saint-Angèle qui ont commencé à aller à Trois-Rivières, puis ce fut le déclin de la pâtisserie des Haies. Fait qu'à cause de ça, aujourd'hui, je pense que je ne serais pas capable d'aller chercher aucun droit, puis je n'aurais pas une scène pour ça. Mais en souvenir de la boulangerie des Haies, en souvenir de la pâtisserie des Haies, puis pour vous, on va chanter tous ensemble les dernières lignes de la chanson de Joe Dassin. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Lai, 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 lai.
La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, 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 aïe. Merci tout le monde. En tant que directeur général, de qui en fait, il ne peut dire toujours la vérité. Cigarette, excusez, hein? Ma bosse est proche. Il ne dit pas toujours la vérité, lui. Accueillons Pascal Doucet. Xavier, si j'ai besoin de toi pour jouer de la scène l'année prochaine, pas d'autres commentaires. Madame la mairesse, excusez-moi de... Vous savez, c'est difficile pour moi depuis 2 ans de dire des mensonges, étant donné que... Mais, vous vous rappelez, l'année passée, j'avais trouvé un petit livre qui vient de ma famille, qui parlait à l'époque de Doucet Landings, toute la famille, la richesse qui avait bâti la ville de Bécancour. Puis, je me suis aperçu en lisant que j'avais de la parenté également à Sainte-Gertrude. Fait que ça part, mais ça part vraiment de loin. Dans le temps que les bateaux arrivaient à Trois-Rivières, j'ai un des oncles éloignés du côté de ma grand-mère. Je pense que c'était... En tout cas, c'est vraiment, vraiment éloigné. C'est M. Joseph Forcier, charpentier de métier. Puis lui, ce monsieur-là, dans le fond, a décidé de quitter la France pour s'en venir au Québec. Il avait entendu parler que le Nouveau Monde, puis c'était vraiment plaisant. Fait qu'il a décidé de s'en venir vers ici, puis une nouvelle vie. Fait embarque dans le bateau comme matelot, tout ça. Puis là, le matelot, là, à l'époque, là, c'était pas comme les avions. Là, ça prenait pas 8 heures. Là, c'est des mois et des mois de traversée. Et notre homme, dans le fond, lui, il avait 2-3 vices. Les femmes, et il y avait aussi les jeux, la boisson. Dans le fond, c'est un homme. C'est un homme comme tout le monde. Fait que, mais c'est quand même spécial, c'est quand même important de le retenir. À la naissance, on lui a découvert que cet homme-là avait un taux de testostérone très fort, avait 3 testicules. Très important dans le... C'est sûr que c'est bizarre de parler de testicules dans une église, mais ça fait partie quand même de l'histoire. Fait que c'est ça. Fait que là, lui... il fait son voyage dans le bateau, des mois suivent, mais là, ça faisait 4-5 jours qu'il était parti, puis l'homme, étant un homme, décide de changer d'étage du bateau, tombe sur les filles du roi. Filles du roi qui étaient promises pour tous les seigneurs du Grand Trois-Rivières jusqu'à Latuc, même en s'en allant à l'autre bout, et tombèrent amoureuses d'une certaine Gertrude. Une certaine Gertrude qui, promise, elle, je pense que c'était pour Shawinigan. Shawinigan, dans le fond. Fait que, dans le fond, une autre affaire que Bécancour a volé à Shawinigan. Mais c'est pas ça. C'est pas comme ça. C'est pas si important que ça dans l'histoire, mais en tout cas, fait que là, ça continue comme ça. Puis, c'est pas arrêté à Gertrude, cet homme-là. Fait que le voyage était long et il a quand même courtisé la plupart des femmes du roi, filles du roi. Et à son arrivée, Monseigneur, j'ai de la misère à me rappeler son nom, mais Monseigneur Signé s'est aperçu de l'outrage que cet homme avait fait et le convoqua. Le convoqua, dans le fond, puis lui, il disait qu'il était innocent de ça, mais là, quand il allait voir les femmes, c'était dans la noirceur. Fait qu'il n'y avait pas de visage qu'on pouvait mettre parce que, dans le fond d'une cale de bateau, il fait noir comme dans le cul de quelque chose. Fait que c'est vraiment, vraiment noir. Puis là, la seule façon d'identifier l'homme, c'était au tâtage. Tâtage fait, l'homme est venu coupable. Alors, Monseigneur Signé donnait 3 choix. On a le choix, dans le fond, vous avez le choix de retourner en France. Vous avez le choix de faire de la prison.
ou vous avez le choix d'aller sur la rive sud, finir un projet. Là, on se rappelle qu'on est en 1910. Alors, finir un projet dans le coin de Sainte-Gertrude, une église qui avait été commencée à bâtir, mais qui n'avait pas été finie. Il se met à réfléchir, il dit, ouais, je vais aller à Sainte-Gertrude. Fait qu'on l'amène à Sainte-Gertrude, il arrive ici. Il n'y avait pas grand-chose à Sainte-Gertrude dans ce temps-là. Il est déjà, oh, voilà. OK. Fait qu'il y avait pas. Fait que là, il décide d'aller à Sainte-Gertrude. Il arrive ici à Sainte-Gertrude. Il y avait, bien entendu, les Pichets étaient là. Il y avait également les Pichets. Il y avait aussi la famille des Godettes qui était là également. Et on lui présentait, dans le fond, la façon qu'il fallait qu'il finisse l'église, parce qu'il fallait qu'il fasse 2 tours. Mais on avait de l'argent juste pour une. Fait que là, en plus de faire ça, il fallait qu'il trouve un moyen éco-responsable. Ça, c'est nouveau. C'était nouveau dans ce temps-là, puis ça marche encore. Hein? Pour trouver de l'argent, parce que le clergé n'avait pas assez d'argent pour ça. Fait que là, lui, dans le fond, il pensait à ça, puis tout en travaillant, il y avait un gros cheval avec lui, un gros cheval du nom de Colosse. Colosse, ça, c'était le plus gros cheval au monde. Puis ça, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué, ça, c'est vrai, ça. C'était le plus gros cheval au monde à vivre dans le coin de Bécancour. Et Colosse l'aidait tout le long. Puis, il s'en allait directement dans le 3, dans le chemin des Bouvreuils. Il s'en allait chercher la pierre directement au chute à Thibodeau. Il revenait par ici. Puis là, à un moment donné, il faisait ça. Ça faisait des mois. Ça a duré très longtemps. Puis, rendu à un moment donné, pas loin de à mi-chemin, dans le fond, Colosse se fait piquer par une guêpe. Colosse pogne le 100 000 environ, je pense, en 10 secondes. Là, mon homme, il s'aperçoit que Colosse, il est rapide, puis c'est tout un... Fait que là, il dit, moi, je suis pas un fou. Fait que on va travailler dans le jour. Le soir, on va s'en aller à Saint-Angèle. On va aller coucher chez ma tante Anne. Puis, rendu là, après ça, on va traverser, on va aller aux courses à Trois-Rivières. Avec Colosse, on va ramasser de l'argent. Puis après ça, on va pouvoir réussir à... Bon, fait que ça fait ça. Il fait ça depuis plusieurs années. Colosse devient international. Tout le monde entend parler de Colosse, le coureur, l'étalon le plus prolifique. Là, il y a un Américain qui arrive. Puis il dit, toi, Colosse, j'achèterais de la semence, moi. Il dit, parce qu'à Kentucky, nous autres, là... Fait qu'il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, avant, j'aimerais ça savoir de comment tu le nourris, puis tout ça, voir s'il est en santé. Il dit, moi, je le nourris que de biscuits à l'avoine, puis du café glacé à tous les matins. Ça fait son beau pelage noir, tout ça. Puis le café à l'avoine, je mets du sucre là-dedans. Fait que, il dit, il n'y a pas de problème. Fait que, nourrit, fait ce qu'il y a à faire, s'en va dans l'étable, prend la semence, arrive là-bas. L'Américain, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, il avait appelé. Je pense qu'on va se faire disqualifier. Fait que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais en Amérique, il y a un cheval de course 6 biscuits. 6 biscuits, c'est de même que ça partie. Fait que c'est comme ça. Puis il y a le cheval de course qui est venu très, très populaire. Et ensuite de ça, là, je suis vraiment mêlé dans mon histoire. Mais tout ça pour vous dire qu'à cause de ce monsieur-là, qui nourrissait son cheval au café, et à cause de ce monsieur-là qui avait un 3... ça en prenait un pour dépasser M. Pépin cette année. Ça en prenait un pour dépasser M. Pépin cette année, mais juste pour vous dire qu'il paraîtrait que c'est à cause de ça, à cause des 3 attributs de notre homme et de la couleur café, que le café au côté s'appelle le café des 3 cloches. Bon. Le 4e menteur ou menteuse. La prochaine personne ne se rappelle pas d'avoir menti. C'est qui est contesté par son boss, qui vient précédemment de passer, M. Pascal Doucet. Alors, Rosalie Riopel.
Là, je vais rectifier quelque chose. Je suis le boss de M. Doucette. Alors, ben, je vais juste passer. Là, je vous dis, la cape attend à partir. Là, quand j'ai su, quand Jean-Paul m'a invité, je me suis dit, moi, je mens pas. J'ai de la misère à mentir dans la vie, mais Colin, j'ai un gros secret sur le cœur, fait que c'est aujourd'hui que ça sort. Fait que depuis 2011, je porte quelque chose. Puis, écoutez, ça a commencé, c'est ma fête. En 2011, c'est ma fête. C'est ma fête de 18 ans. Gros party, la famille, les amis sont là. On a du fun. Et puis là, tout d'un coup, c'est le temps des cadeaux. Puis mes parents m'amènent une belle lettre. C'est une lettre, là, si vous auriez vu l'enveloppe, là, une belle enveloppe officielle. C'est écrit avec une main d'écriture incroyable. Je reconnais la main d'écriture de mon grand-père qui est décédé quelques années avant ma naissance. Là, je me dis, yes, il y a quelque chose là-dedans de gros. Soit un beau gros chèque, soit il me lègue quelque chose, une maison quelque part, ou ben donc, le chalet familial. D'après moi, c'est tellement une lettre officielle, il va m'annoncer que le kit Saint-Angèle m'appartient. C'est incroyable. Fait que là, tout excité, j'ouvre la lettre. Et puis là, je vois Chevalier de Colomb. Chevalier de Colomb, qu'est-ce que c'est ça? C'est écrit dérogation pour l'adhésion d'une femme. Non. Non. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non. Je commence à lire. Ça explique que mes deux grands-pères, d'un côté, il y a Jean-Marie Riopelle, puis de l'autre côté, il y a Régent Desmarais. Mes deux grands-pères, c'était des chevaliers de Colomb, là, impliqués, qui croyaient dur comme fer, puis pour eux, c'était extrêmement important, ce mouvement-là. Ils se sont dit, ils ont fait comme un pacte. Ils se sont dit, si jamais nous, on n'a pas de petit-fils, ben il faut qu'une de nos petites filles, au moins, elle soit chevalier de Colomb. Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent les chevaliers de Colomb, il y a seulement des hommes là-dedans. C'est extrêmement, je vais dire un mot poli, conservateur. Alors, c'est un mouvement là, dans lequel des femmes, il n'y a jamais eu ça. Et puis moi, comme féministe aguerrie que je suis, je me dis, non, il n'y en a pas question. Pense-y même pas, ça n'arrivera pas, je ne peux pas aller là-dedans. Mais là, je vois ma mère qui me regarde, puis elle pleure. Ma mère, c'est une grande émotive. Puis elle dit, tu peux pas respecter la volonté de tes grands-pères. Mon père, ton beau-père, mon beau-père, ils ont voulu ça. Faut au moins que tu regardes, essaye, fais quelque chose. OK. M'a m'essayer. En quoi ça consiste? Fait que je continue à lire la lettre, puis ça dit, si jamais les deux grands-pères sont décédés à mes 18 ans, ce qui était le cas, bien, tu auras un parrain qui va t'attendre. Alain Lévesque sera là. Alain Lévesque, c'était le meilleur ami de mon grand-père Desmarais. Ça fait qu'Alain Lévesque, je prends le téléphone, je l'appelle, je dis, c'est quoi cette affaire-là? Alain, dis-moi que c'est une joke. Non, Rosalie, j'avais hâte que tu m'appelles, j'avais hâte à tes 18 ans. Je vais t'aider, tu vas faire ton adhésion, tu vas rentrer dans les Chevaliers de Colomb. OK, c'est parti. C'est beau, gars, Alain, c'est correct. C'est la volonté de mes grands-pères, on y va. Fait qu'il dit, on s'en va dans le district 3. Ton grand-père Desmarais, c'est là qu'il était, au Cap de la Madeleine. On s'en va là, puis on va aller rencontrer l'officier en chef. Let's go. On part, on s'en va là. L'officier dit, oh, pelin, non. Moi, une femme dans mon district, non, ça n'arrivera pas, là. Pas sous ma gouverne. Si tu veux vraiment être des Chevaliers de Colomb, ma petite fille, va-t'en des filles d'Isabelle, là. Les filles, c'est là que ça va. Va-t'en là-bas, puis on reverra, mais pas sous mon règne. Bon, OK, qu'est-ce que tu veux? Ça marche pas. Ça fait qu'on repart. Alain dit, on va s'en aller à Saint-Élie-de-Caxton. Ton grand-père Riopelle vient de là, ta famille est Saint-Élie-de-Caxton. Ben ouais. Il dit, je peux pas croire avec tous les lutins, les sorcières, les arbres à paparman qu'il y a là-bas, là. Je peux pas croire, ça marchera pas. Fait qu'on prend l'auto, s'en va à Saint-Élie-de-Caxton, arrive là-bas, l'officier dit, non, il n'y aura pas d'un chevalier de Colomb, ça se peut pas. Fait que là, Alain sort la lettre de mes grands-pères qui avait été signée par Léopold Bussière. Ça, c'était le député suprême du Québec dans le temps. Léopold Bussière lui avait autorisé qu'une femme, par grande exception, soit dans les Chevaliers de Colomb. Fait qu'Alain montre ça à l'officier. L'officier dit, « Regarde, moi, j'étais habitué de m'en faire passer des petites vites là, avec tous les contes et les histoires qui se passent ici. Là, le petit pèlerin, là, Fred, là, il n'arrête pas de m'en compter. Je crois pas à ton affaire. C'est une fausse lettre. » Ouais, là, Alain, on est mal pris. Qu'est-ce qu'on fait? Alain dit, attends, là, j'ai quand même une solution. Moi, j'étais dans les Chevaliers de Colomb à Bécancour. On va aller les voir. Ça, c'est le district 98. Peut-être qu'ils vont vouloir. Fait qu'on s'en va dans le district 98, Alain puis moi. Puis là, Alain, il sort ses talents il est convaincant, Alain, quand il veut. Il se montre convaincant. C'est un ancien conseiller municipal. Là, je ne voudrais pas en offenser. Je sais qu'il y en a plusieurs dans la salle. Ce qui paraît, ça compte jamais de m'entrer, un conseiller municipal.
Mais Alain, il sort ses meilleurs skills de conseiller municipal, commence à parler à l'officier, dit, gagez la lettre, puis tous ses grands-pères vont avoir de la peine si ça ne marche pas. Ben OK, on va faire une exception, là, rentre là dans les chevaliers de colon, puis ça va être ça. Mais il y a un problème, par exemple. Il va falloir qu'elle fasse l'initiation comme tout le monde. Il va falloir qu'elle soit initiée au chevalier de colon. Oupelaï, je ne sais pas, avez-vous déjà entendu parler de l'initiation des chevaliers de colon? Sauter la chèvre? Là, je m'excuse, je sais qu'on ne peut pas dire des choses grivoises, mais tout le monde a déjà entendu ça, hein? Sauter la chèvre d'un chevalier de colon. Ça ne marchera pas, elle ne pourra pas faire ça. Il manque quelque chose, sauter la chèvre, là, je ne sais pas. OK. Fait que là, mon Maurice Richard qui est là, Maurice Richard, un grand chevalier de colon, vous savez. Bon, on va y amener un bouc. Non. Non. C'est pas de même que ça marche. Fait que là, il y en a un, il dit, attends un peu, moi j'ai une idée. On va y amener son grand-oncle. Son grand-oncle qui était frère au Mont-Bénil, Arsène Riopel. Regarde, Arsène, il y a même la cape, le chapeau, puis tout, c'est lui, ça. Écoute, lui, il s'est fait enterrer avec son épée de chevalier de Colomb, son épée de Christophe Colomb, dans sa tombe, là-bas à Saint-Élie. Elle va aller déterrer, ça va être son épreuve. OK, part avec Alain, s'en va à Saint-Élie de Caxton. Là, il a pitié de moi, Alain. Il se dit, je vais appeler Yvon Saint-Onge qui vient avec sa pépine, quelque chose, là. Appelle Yvon. Yvon, ben oui, s'en vient avec sa pépine, commence à creuser, ça creuse. Là, moi, je me dis, pour l'honneur, je vais finir à appel. Fait que je prends ma pelle, Riopelle, comme une vraie. C'est pour ça qu'il m'appelait manche de pelle à l'école. Fait que je prends ma pelle, je finis de creuser, puis qu'est-ce que je sors pas? L'épée. Je sors l'épée de Christophe Colomb. Ensuite, on a pu faire la cérémonie comme il se doit. J'ai été adoubée par mon parrain, Alain Lévesque, et j'ai été la première chevalier de Colomb, femme de toute l'histoire. Et je suis encore indétrônée jusqu'à ce jour. Puis si jamais vous voulez voir le signe secret, vous viendrez me voir tantôt. Merci. Dernier menteur avant la pause. On y va. OK, attends une seconde. Lui, c'est grave. Il croit que les gnomes, c'est vrai. Puis qu'il est suivi. Puis je pense qu'il a raison. Michel Marchand. Un, deux. Ça m'entendez-vous bien comme ça? Oui. Bonjour, mesdames et messieurs. Il y a quelques années, j'ai eu affaire à travailler avec l'abbé Denis Fréchette du petit séminaire de Nicolette, celui-là même qui a créé le musée de la religion à Nicolette. Ça fait qu'à un moment donné, on était attablés, puis il dit, coudonc, toi, il dit, tu viens de Saint-Angèle-de-Laval? Il dit, oui. Il dit, tu savais-tu que s'était passé un fait historique important du Canada dans ton petit village? Je dis, je ne sais pas, c'est quoi? Il dit, Louis Riel, le chef de la rébellion des Métis au Manitoba, il dit, on l'a soigné pour une dépression au couvent des Sœurs à Saint-Angèle. Ah ouais, comment ça? Puis il dit, il faut que tu saches une affaire. Il dit, si tu vas à Winnipeg aujourd'hui, le plus gros boulevard, 4 voies, il dit, il s'appelle le boulevard Monseigneur Provencher. C'est pas un hasard, c'est le même Monseigneur Provencher qui était curé en 1858 à Nicolette et puis qui a eu le mandat, lui, de monter au Manitoba pour fonder la paroisse de Saint-Boniface. Puis il dit, à un moment donné, il est monté là avec des abbés, puis des curés, puis des prêtres de Nicolette, et puis ils ont fait le job, ils ont fondé ça. Plusieurs années plus tard, Louis Riel s'est greffé à ce ministère-là. Et puis, à un moment donné, pauvre Yob, il a fait une bonne dépression.
Fait que les prêtres, ils ont dit, on ne peut pas le soigner dans les milieux anglophones ici, il faudrait l'emmener chez nous, à Nicolette, au petit séminaire, on a les ressources pour traiter ça. Mais là, il y a un petit problème parce que traverser toute la moitié du Manitoba puis tout l'Ontario, ça, c'est problématique parce que c'est un gars qui était recherché, il n'aurait pas fait une semaine, il aurait été mis en prison tout de suite. Donc, on a eu l'idée géniale d'y demander sa citoyenneté américaine. Tous les livres du Canada, d'ailleurs, vont vous l'affirmer. Louis Riel avait double nationalité. Du moment qu'on a eu le bout de papier, eh bien, on l'a parti de Winnipeg, puis on est descendu aux lignes, il y a 100 km. On a passé la frontière facilement, et puis là, on a monté le long toute la frontière, tout le temps, jusqu'au Québec, où on était en sécurité. Là, on a piqué au nord, puis on est venu le cacher bien comme il faut au couvent des Petites Sœurs à Saint-Angèle, au 4e étage. Pourquoi le 4e étage? Bien ça, là, le 4e étage, la partie en avant la plus belle, où c'était le coucher de soleil puis Trois-Rivières, ça avait été viré en clinique. En clinique pour des gens très fortunés. On en gardait à peu près 4-5 à la fois, ceux qui avaient besoin de repos puis voulaient s'éloigner des grands centres. Puis les petites sœurs au Québec, là, on dit à un moment donné à Mont-Mécouvert, ils faisaient ça, c'était fréquent, ça, qu'on prenait des couvents là, pour se faire un petit peu là, comme on dit, d'argent, là, parce qu'il y avait besoin de cet argent-là pour leurs œuvres de charité. Ça fait qu'à un moment donné, Louis Riel, il est là. Puis qu'est-ce qui a pesé beaucoup dans la balance, c'est qu'à un moment donné, on avait 2 prêtres, nous autres, au petit séminaire de Nicolette, qui avaient passé une partie de leur vie en mission dans des pays très lointains, en Extrême-Orient, au Tibet, en Himalaya. Puis eux autres, ces gars-là, là, ils étaient revenus ici là, avec quelque chose qu'on ne connaissait pas, mais pas pantoute. C'était de la spiritualité. De l'Advaita Vedanta qui appelait, puis du Zen, Z-E-N, là, ça s'appelait en 3 lettres, cette affaire-là. Puis les autres, là, Louis Riel, ils savaient quoi dire, puis ils tenaient à côté bien comme il faut. C'était, à un moment donné, ils l'ont fait parler, en tout cas à outrance, puis tout le temps. Ils lâchaient pas, c'était 24 heures sur 24. Fait que Louis Riel, là, au bout d'un mois, il est retombé sur ses 2 pattes bien d'aplomb, avec un tonus et une combativité qu'on ne reconnaissait pas, même lui le premier. Fait qu'à un moment donné, il est retourné par le même chemin, avec son cheval tout seul. Puis quand il est arrivé vis-à-vis de Manitoba, il est retourné puis il est allé voir ses chums métis puis il a continué le combat. Mais tout ça, ce que ça a fait à Saint-Angèle-de-Laval, cette affaire-là, c'est qu'on trouvait qu'il avait remonté la pente pas mal vite. On ne connaissait pas ça. Ce qui fait qu'à un moment donné, les 2 petites sœurs, parce qu'il y avait 2 sœurs hospitalières qui en prenaient soin, il y avait le docteur du village, puis il y avait le curé qui venait voir de temps en temps. On posait des questions aussi aux prêtres, si bien qu'à un moment donné, là, on en est arrivé à la conclusion là, que tu avais des dépressions, là, puis le docteur il essayait ça, assez dépressif du effondrant. Là. C'est qu'en jasant beaucoup, là, à un moment donné, tu remontes la pente. Fait que nous autres, là, avec les anciens qui nous ont appris ça, là, on est arrivé à une conclusion ici, là, c'est que les anciens, surtout à Saint-Angèle, là, les dépressions, on vient à bout de ça facilement parce qu'on connaît le truc. Puis le truc, là, ben, à un moment donné, c'est de se confier à quelqu'un qui nous écoute. Puis en cet incite, il y en a un, lui, là, vous allez le trouver, là, au quai en fête sous la tente, il s'appelle Jesse Auger. Jesse Auger, là, ouais, lui, là, Jesse, là, ben, c'est le même gars qui a parti la lutte au Québec, là, ça va bien son affaire, c'est épouvantable. Même qu'on va y faire une petite annonce. Il y a un festival Jesse le 14 d'octobre à Shawinigan. Allez-y, ça va être terrible, c'est le fun. Allez là au moins une fois. Donc, vous allez voir Jesse, et puis lui, là, vous lui payez 7-8 grosses bières. La plus forte, c'est sa meilleure, sa préférée, c'est de la 9 la petite Floride qui appelle, c'est brossé au quai au quai des brasseurs. Même si elle est forte, ça se prend doucement, mais il faut y aller mollo pareil. Fait que là, vous allez voir Jesse, puis vous y comptez tout, mais tout, là. Puis après 7-8 bières, là, vous y comptez même ce que vous ne diriez pas à un thérapeute, même pas votre curé en confesse, rien, pour la simple raison que quand Jesse prend une tasse, là, à un moment donné, il l'emmène par la mémoire complètement. Fait que tout ce que vous lui avez dit, il ne s'en souvient pas pantoute. Fait que toute votre histoire, là, ce qu'il va faire, c'est que ça là, du samedi soir, là, aller au dimanche, là, ça va se contenir dans une grosse brume, ça. Puis à un moment donné, là, tout ça va se dissiper. Vous allez vous sentir super bien. Et puis, c'est comme si vous vous seriez confié à un pot de fleurs, dans le fond, là. Et puis, à un moment donné, ben, vous allez voir, là, toute votre histoire, là,
le dimanche au soir, c'est comme si elle n'aurait pas existé, mais pas en tout. Fait que vous en faites ce que vous voulez, mesdames et messieurs. Si vous êtes un petit peu dépressif, là, allez voir JC, il vous attend. Puis je vous dis à la prochaine. Je vous remercie. On y va avec notre prochain menteur. Le prochain menteur, c'est le menteur officiel de Bécancour avec son frère Raymond, Monsieur Guy Cormier. Bonjour. Nous autres, quand on était jeunes, là, à Bécancour, on allait à la pêche sur la rivière Bécancour dans la réserve indienne. Il y avait un Indien là-bas, disons qu'on va l'appeler M. Babin. Lui, il prenait toujours plus de poissons que nous autres. Je me demandais quelle sorte de verre qu'il mettait au bout de son hameçon. À un moment donné, après avoir pris un poisson, je l'ai surveillé comme fou. Il se cachait de même, puis il faisait ça de même, puis il mettait ça après son hameçon. Ah, c'est ça! J'ai dit, m'essayez ça, monsieur. Je m'envoie un petit peu plus loin dans la rivière, puis là, je commence à chercher. J'ai dit, puis il n'a pas trouvé. J'ai dit, comment ça que lui, il en a, puis moi, j'en ai pas. J'ai dit, m'envoie étudier ça, ce cas-là. Là, j'ai commencé à aller faire des tours de bicycle dans son coin, puis des fois, j'arrêtais, puis je jasais avec. Premièrement, j'ai remarqué une affaire. Lui, il aimait bien ça, faire fumer de la barbotte. Puis quand il faisait fumer de la barbotte, quand il ouvrait son fumoir, il aimait ça gros, lui, respirer la boucane du fumoir. Ça y rentrait dans le nez, ça. Puis deuxièmement, j'ai remarqué une affaire aussi, c'est que lui, il restait sur le bord d'un chemin de gravelle, puis il avait bien de la poussière. Fait qu'il respirait la poussière à journée longue, la poussière plus la boucane du fumoir. Mais quel était l'élément qui pouvait faire tout colmater ça pour faire des motons dans le nez? Ça, j'avais pas compris ça. À un moment donné, j'étais à Parahour puis Chenotte au magasin chez Mayotte. Monsieur Babin arrive puis il s'assit sur le banc d'en avant. Je le surveillais. Là, il sort une boîte de tabac puis il fait comme les joueurs de baseball. Il se bourre ça dans le nez. Ah, c'est ça les motons! Mais ça, cette histoire-là, ça m'était parti de l'idée, ça. Mais là, dernièrement, à la retraite, j'ai dit m'essayer de faire une recette de verre artificiel à la Babin. Pour remplacer la poussière de chemin de gravelle, j'ai vidé ma balayeuse centrale d'une grosse assiette d'aluminium. Après ça, je suis allé m'acheter une grosse blague de tabac, puis j'ai mélangé ça avec ma poussière, puis ça, j'ai mis ça dans mon fumoir. Et puis là, j'ai fait fumer 2 grosses barbottes en dessous de ça, puis en dessous des barbottes, j'ai mis une autre assiette d'aluminium pour ramasser le jus de barbotte. Après 6 heures de fumage, là, j'ai sorti ma poussière de tabac fumé, puis j'ai mis du jus de barbotte là-dedans, puis j'ai fait une grosse pâte avec ça. Puis ça, j'ai roulé ça sur la table avec un rouleau à pâte. Mais là, ça prenait de la sécrétion nasale là-dedans. Ça fait que j'en ai mis. Là, j'ai tout étendu ça comme fou. Ma femme arrive, elle dit, « Ouah! » Elle dit, « C'est plus dégueulasse que des vers de terre. » Mais j'ai dit, « Jocelyne, attends de voir le produit fini. » Et là, j'ai tout roulé ça comme des bonbons patates. Puis j'ai tout coupé ça en petites tranches, puis j'ai fait des petits verres avec ça. Ça, j'ai fait ça, cette recette-là, juste avant notre voyage annuel de pêche à la Mastigouche,
qu'on fait à toutes les années avec 2, 3 autres couples d'amis. Le premier matin, moi et ma femme, on était sur le lac Bleu. Ça, c'est un des meilleurs lacs qu'il n'y a pas. Roselyne, elle prend une grosse cuillère William Bleu avec un grand bout de ligne, puis elle se met un petit verre de terre. Moi, je prends la même cuillère, le même bout de ligne, mais je me mets un petit verre babin. On part. On arrive sur une pointe avancée. Mon sonore sonnait. Bip, 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 bip. Je te sors une belle truite mouchetée, au moins de livre et quart. On continue, je zippe ça pas loin de là. Encore une autre belle. Ça faisait 3, 4 truites que je pognais. À un moment donné, Roselyne a dit, « Mets-moi-en donc un petit verre babin, essaye ça. » Ah oui? Fait qu'elle se met un petit verre babin, puis on part. Là, on passe à côté d'un île. Ça dézippait, ça. Lâche-la pas, Roselyne. Mets-y de l'attention. Hey, Roselyne, notre sort une truite de 2 livres et quart. En tout cas, c'est pas mêlant. 3 heures, notre quota est pris. Roselyne, elle dit, Guy, ça n'a pas d'allure comment ils sont bons, tes petits verres. Elle dit, tu devrais essayer de vendre ça dans une boutique de pêche. Ça fait que j'ai fait des démarches dernièrement, puis j'ai des bons prospects. Oh, excusez, mon téléphone vibre, là, j'attends un téléphone. Oui? Oui, c'est moi, oui. Guy Cormier, les verres babins, oui, c'est ça? C'est parfait, moi, le devoir à ton magasin demain avant midi. Parfait. Yes, sir! C'est le petit Ducette de Pro Nature. Il m'a dit qu'il était pour prendre 100 cannes de verre. En tout cas, je ne sais pas si m'envoie le thème de participer au concours des mentrelles l'année prochaine, mais bien occupé. En tout cas, l'année prochaine, si Dieu le veut. Le prochain menteur ne veut jamais dévoiler ses sources. Stéphane Lévesque. Bonjour, bonjour. Merci, merci de l'invitation. L'histoire que je vous conte commence grâce à la belle Sonny. Elle nous avait passé à l'été 2016 un local qui est adjacent à la Maison des Jeunes, ici dans le coin, pour faire un tournage musical. À cette époque-là, je n'avais pas encore créé Télécœur, mais je travaillais pour une télé à Drummondville et je voulais capter un groupe musical. Le deuxième meilleur groupe de folklore au Québec, après les Cuillères à carreaux, c'était La Voltige. Tu connais, Pascal, La Voltige? Donc, on est là, et je ne sais pas si vous le savez, quand on fait de la télévision, c'est un peu long. Surtout quand il y a des musiciens, pas parce que c'est des capricieux, mais parce que ajuster le son, l'image, la lumière, c'est un petit peu long. Et dans le groupe La Voltige, il y avait 2 gars qui étaient dans un hommage à Elvis Presley. Fait que là, des musiciens ensemble qui attendent, qu'est-ce que ça fait? Ça jamme. Fait que là, moi, je me mets à chanter du Elvis. Les gars m'accompagnent, tout ça. Le party point, tout ça. Et j'étais, à ce moment-là, avec la belle Dodo. Et on avait prévu, nous autres, aller aux États-Unis. On n'avait rien réservé. C'était un samedi, en passant, un samedi de juillet. On n'avait rien réservé. On était supposé d'aller dans le Maine, pas trop loin. Mais là, je me revire vers elle, envahi par l'esprit d'Elvis. J'ai dit, ma belle Dodo, on s'en va à Memphis, puis on part après le tournage. Elle a dit, pas vrai, je te jure. Fini le tournage, embarque la belle Dodo dans le char. On couche dans le fin fond de l'État de New York, dans le char, dans une halte routière. On se ramasse à Memphis, Tennessee. Et là, on fait la visite. Là, tu arrives là, hein, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Un beau jardin extérieur, un beau manoir, des belles grosses colonnes blanches. Fait que là, on fait le tour. Puis là, moi, j'avais pris, tu sais, tant qu'à aller, je n'irai pas 20 fois dans ma vie à Memphis, Tennessee. En passant, c'est 24 heures de char. C'est une bonne... Il faut y penser. Puis en plus, moi, je chantais le jeudi soir à Saint-Louis-de-Blanford. Fait qu'on a comme pas trop niaisé là.
Fait que là, arrive à Memphis, fait la visite premium, on a pris la visite de luxe, et là, ils nous font toucher à un micro en or qui a appartenu à Elvis Presley. Fait que moi, j'ai touché au micro d'Elvis. Et Jean-Paul, qui est un expert en histoire religieuse, on a eu la Tour des Martyrs à Saint-Célestin où il y avait des reliquats. Si on veut faire une transposition, il y a des reliquats de première classe. Ça, c'est un morceau du saint. Le deuxième, c'est un objet qui a appartenu. Donc, disons qu'Elvis est un saint, Elvis Presley. Et il y a des objets qui ont touché à l'objet. Ça, c'est des reliquats de troisième classe. Donc, mesdames, j'ai touché au micro d'Elvis Presley. Si vous me touchez, c'est comme si vous touchiez Elvis Presley. Je referme la parenthèse. Donc, on fait le tour et le gars qui nous fait faire la visite, c'est un gars de Memphis. Et le lien à Memphis, les gens qui ont avec Elvis, c'est pas le même qu'on a nous autres. Eux autres, c'est le gars de la place. Tu sais, c'est le gars local. C'est un peu les filles comme Samuel Montembeault. Il y a des gens qui l'aiment partout au Québec, mais notre Samuel à Sainte-Gertrude, c'est pas pareil, hein, parce que c'est un gars de la place. Donc, le guide très sympathique, visite ça, on voit les pierres tombales, tout ça, c'est encore très impressionnant. Mais moi, je vous dirais, oui, il y a des avions, il y a des autos, il y a la télévision qui a tiré dedans. Là. Il y a une histoire qui dit quand il y a eu les Beatles à Ed Sullivan, là, il a tiré, il a donné un coup de feu dans la télé. La télé est là. Mais moi, je vous dirais, la chose qui m'a le plus impressionné dans cette visite-là, c'est un caisson de bois. Tu sais, il y a tout le gréement, les bijoux, les costumes, mais l'affaire qui m'a le plus impressionné, c'est un caisson de bois. Parce qu'il faut savoir qu'Elvis, il n'est pas né à Memphis. Il est né à Tupelo, au Mississippi. Et la famille Presley, c'était raide pauvre. Il y a des cabanons plus beaux qu'ici, que la maison où est né Elvis, ici à Sainte-Gertrude, je vous garantis ça. Donc, il est arrivé à Memphis et l'avoir de la famille tenait dans une caisse de bois. Puis là, on se parle, toutes nous autres, on a tout le référent. C'est qui Elvis Presley, là? Il y a eu un impact dans notre vie, mais c'est né de la misère, Elvis Presley. Puis le gars qui nous a fait visiter, moi, j'avais développé un bon lien avec lui. Fait que là, j'ai dit, mon ami Dave qui s'appelle, j'ai dit, je vais faire une présentation, moi, au digne résident de Bécancour. Il dit, pourrais-tu me passer le caisson en bois? Et ayant du front autour de la tête, j'ai réussi à le convaincre. Et voici le caisson de bois ayant appartenu à la famille Presley. Le voici, le voilà. M'avait dit de faire attention. Excusez, c'est pas drôle, là. J'allais échapper. Désolé. Puis là, j'ai trouvé une genre de feuille pliée. Ici, Elvis Presley. Ça peut être étonnant, mais il faut savoir que sa femme, Elvis, Priscilla, parlait français. Elle parlait un peu français, on l'a vu. Ici, Elvis, mon ami, merci d'avoir aidé ma famille à déménager à Memphis et de me permettre de pratiquer mon français. J'ai bien hâte, à la fin d'août 77, on sait qu'Elvis est mort le 16 août, j'ai bien hâte, à la fin d'août 77, pour te donner cette boîte en souvenir et pour aller te voir dans ton beau village de Saint-Angèle. À bientôt, mon ami préféré, Jean-Paul Pépin. Ben, merci, la gang! C'est pas le vrai caisson. Hein. Le prochain menteur? S'il avait fait le plan des rues, ça tiendrait encore. Léo Piché.
Bon après-midi. C'est-tu le bon? Mon sujet d'aujourd'hui comporte certaines scènes de violence. C'est pour un public averti seulement. Vous ne direz pas que je ne vous ai pas averti. J'ai déjà parlé de Caillette, notre premier prototype de tore tondeuse. On l'avait installé au début du champ de foin en arrière de la maison. Et au bout d'un quart d'une cinquantaine de pieds, puis cette année-là, le foin était, je dirais, 2 fois ma hauteur. C'est vrai que dans ce temps-là, j'avais 7 ans. Et on s'est dit, le temps qu'elle va prendre à bouffer tout ça, là, on en a pour l'été au complet. Mais au bout de 2 semaines, Caillette, elle avait tout rasé, il ne restait plus rien. Et ma mère a dit, on aurait dû s'en douter. Un ado, elle dit, ça mange, ça mange. C'est comme un canard, ça n'a rien qu'une tripe, ça passe droite. Alors, ça fait qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a quand même un ado, full fruit, parce que full affamé, full testo de plus de 1000 livres à déplacer. C'est pas n'importe qui va aller danser avec ça. Là. Mais nous autres, on avait un employé, son nom complet, Joseph Frédéric Arthur Maurice Pratt. Il dit, moi, y aller, moi. Ma mère a dit, s'il y a quelqu'un ici qui peut faire la job, c'est bien toi. Là. Tu sais, Maurice, il était trap. Et surtout, il était bon avec les animaux. Il m'a dit, là, elle dit, la madame n'est pas contente. Ça serait mieux si tu es plus prudent, au moins, si tu portais des gants. Maurice a dit, n'inquiète-toi pas, Alice, ça va bien aller. Donc, moi, je me suis dépêché, j'étais allé me cacher dans le chai d'abois en arrière. Puis je ne voulais rien manquer. Fait que j'ai vu Maurice aussitôt qu'il a passé le coin de la maison. Il s'est mis à y parler tout de suite. Coco, salut Caillette, c'est moi. Tu me reconnais? Caillette un peu saisie, tu sais, elle était en pleine manifestation, là, elle. Il dit, écoute, je n'oserais même pas te demander comment ça va, parce que si j'étais à ta place, là, je serais vraiment fâché. Caillette a dit, enfin, un homme qui me comprend. Mais là, Maurice savait très bien qu'à la seconde où il va la décrocher du piquet central, ça va être le point de non-retour et c'est là que ça peut devenir rock and roll. Alors, il a ouvert la machine séduction. Il dit, ma belle Caillette d'amour, je m'en veux tellement, là. C'est impardonnable qu'on ait oublié la plus belle tare de la paroisse. Avec tes beaux grands yeux noirs et ta superbe mini-jupe qui dévoile le galbe de tes belles grandes jambes qui n'en finissent plus de finir, plus sexy encore que des cuisses de grenouille. Excusez, la Caillette, elle n'en croyait pas ses oreilles, elle était visiblement émue. Alors là, il a continué à y passer la main sa croupe là, dans le cou, là, en arrière des oreilles. La Caillette avait les yeux qui roulaient dans la graisse de bine. Mais tout d'un coup, elle a réalisé qu'elle contrevenait à l'article numéro 1 de la charte du MBFQ. On a appris plus tard que Caillette prétendait avoir été une des mères fondatrices du mouvement pour les bovins féministes du Québec. Oui, elle était donc une féministe engagée. Maurice n'était pas au courant de ça, lui-là. Puis nous autres non plus, d'ailleurs, à ce moment-là. Alors, elle s'est dit en elle-même, pour corriger ma bévue, m'a faire un coup d'éclat. Tu l'as regardé en plein dans les yeux, puis il a dit, écoute bien, le zouf, là. Tu es en train de me compter fleurette, toi, là, tu me prends pour un nounoun ou quoi? Mais attache bien ta calotte avec de la broche, moi, tu casses. Parce que là, je vais te donner toute une ride. Et là, ça part, ça fait un bovin. C'est pas un trotteur au hippodrome avec une centaine de foulées à la minute, là. Non, 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 non. Ça part d'un coup sec, ça rue sur un bord, ça rue sur l'autre, puis hodon, puis quimbin. D'où l'expression, le yarb est aux vaches. Fait que Maurice, lui, il donnait du lousse, mais il était court sur pattes. Alors, il roulait. Il roulait tellement que c'est l'événement qui a inspiré Hollywood dans la production d'une série dramatique, traduite en français d'ailleurs, Les pierres à feu avec Fred Caillou, Arthur Laroche, Deslimois et compagnie. Fait que là, mon Fred, il avait beau donner du lousse tant qu'il pouvait, mais à un moment donné, il est arrivé au bout du câble, il n'était plus capable de suivre le beat. Là. Alors, il s'est laissé tomber, mais en position du chauffeur de sulky. C'est un entraîneur de chevaux de course. C'est l'équivalent en ski
du chasse-neige, mais inversé, mettons. Position carpée. Ça a l'avantage d'aider à garder l'équilibre, mais comme conséquence, ben, ça accumule le stock au paquet. Heureusement, ils sont arrivés dans le cours de table, puis là, mon père était là avec mon oncle Roger, et puis Thierry Bernard, il arrivait de bûcher. Fait qu'ils se sont approchés délicatement pour ne pas les faire bûcher. Puis Caillette, elle, était dans son élément naturel, ça fait qu'un petit coup d'œil en direction 2 heures, elle a bien vu que la barrière qui mène aux friches est à grande ouverte. Elle s'est dit, la porte du frigidaire est ouverte. Elle t'a clenché ça en plein milieu de l'ouverture. Fait que Maurice est encore au bout du câble, lui, là. Puis une cour de table, là, ceux qui connaissent ça, c'est pas un allée de quilles, là. Tu sais, on a un troupeau de 25-30 vaches qui font aller-retour, soir et matin, beau temps, mauvais temps, 7 jours par semaine. Et distribué de façon tout à fait aléatoire, on y trouve un certain nombre de petits monticules en forme de gâteau pistache. Vous savez? Non, mais moelleux à l'intérieur et croûté à l'extérieur une fois cuit au soleil. Là. Fait que Maurice, il en a ramassé quelques-uns. Et ça a eu l'effet lubrifiant sur le fond de culotte. Caillette, elle a accéléré. Là, ma mère criait, « Maurice, lâche le câble. Les gars, attrapez-le, il ne faut pas qu'elle se rende au bois. C'est tout plein de souches. Ces cloches vont sonner à débarquer du clocher. » Fait que vite, là, tout le monde criait, tout le monde était énervé. Là, c'est le chien qui s'en mêle. Rintintin. Mais Rintintin, lui, c'était pas son premier sauvetage. Là, il y avait un plan. Il a dépassé Caillette, puis il a coupé le chemin. Caillette, elle regarde sur un bord, elle regarde sur l'autre, il n'y avait pas de police. Elle a fait un U-turn, elle a viré ça Saint-Dicenne. Puis là, Maurice lui a fait plusieurs tonneaux, je ne sais pas combien de tonneaux, puis Rintintin redirigeait Caillette vers la cour d'étable, en y mordillant les harets. Et là, Caillette, là, elle ramait au fond la boîte de cerf-volant. Maurice, il se protégeait comme il pouvait. Il faisait la danse de l'anguille, comme... Heureusement, ma mère était là, puis elle avait pensé de fermer la barrière pour pas qu'elle retourne sur Rodeo Drive. Si elle retournait à la maison, puis on n'aurait plus jamais revu. Les gars étaient cachés à côté du poulailler. Quand elle a passé, là, ils ont sauté sur le câble, puis ils l'ont arrêté. Ma mère était dans tous ses états. Elle était enceinte de ma petite sœur, elle ne pouvait pas trop s'énerver. Fait que là, il a tapé à l'épaule, elle a dit, « Maurice, elle dit, as-tu encore envie? » Maurice, il grognait. Elle dit, « Respire, Maurice, respire. Respire, ça va bien aller. » Tu sais, c'est une technique que les femmes ont apprise, ça. Fait que là, une fois qu'il s'est calmé puis il a repris ses esprits, là, elle dit, Maurice, elle dit, pourquoi tu ne leur pas le câble? Tu es donc bien orgueilleux. Ben, Maurice, il dit, je ne suis pas capable, Alice. Il dit, j'ai encore la boucle du câble est pris dans le gant. Ma mère, là, elle se sentait coupable, elle enlève son gant. Et là, la seule partie du corps qui avait de blanche, c'était à sa main. Il était abeuré. Et même qu'il y avait du gâteau pistache plein en moustache. Ça fait que là, ma mère a dit, il n'est pas question que tu rentres dans la maison comme ça, il va falloir que tu ailles te laver à la rivière, tu es trop barbouillé. Je tiens à lui donner une mention spéciale, 8 minutes 37 secondes. L'inventeur de la cabane à pêche avec le trou de côté et non au centre, M. Raymond Cormier. La barre est haute. Non, vraiment des bons menteurs. On peut y aller? Oui. On est en juin 2016. Moi et avec ma conjointe Aline, mon amoureuse des 50 dernières années, on fait notre voyage annuel aux Escoumins. Aline pour rencontrer sa parenté et ses amis, parce qu'elle est native des Escoumins. Puis moi, j'en profite pour aller faire un petit voyage de pêche à Pourvoirie du lac Ancoeur. Arrivé au lac Ancoeur, il commence à pleuvoir, un orage électrique, fait qu'il n'était pas question d'aller sur les lacs.
Fait que je suis resté dans le lobby du chalet d'accueil à prendre des boissons rafraîchissantes, puis à jaser avec tout le monde un peu, notamment avec Joseph Moreau, le gérant de la pourvoirie du Lac-en-Cœur. Fait qu'on a parlé de tout et de rien, on a parlé des mouches noires, de religion, de politique. Puis, un moment donné, j'ai vu, il y avait une petite chaîne au cou avec une petite croix. J'ai dit, coudonc, Joseph, tu n'auras pas un lien de parenté, toi, avec Louis-Zéphirin Moreau, qui est mort en honneur de sainteté, qui a été béatifié par le pape Jean-Paul II en 1987. On a même une paroisse, bienheureux Monseigneur Moreau, à Bécancour. Il dit, ben non, ça se peut pas, parce que moi, je suis un Inou. Je suis né à Essipit. Mon père Charles est né à Essipit. Mon grand-père David est né à Essipit. Mon arrière, c'est beau. Et je dis, oui, mais Moreau, c'est pas un nom autochtone, ça? Oui, mais il dit, dans le temps, les missionnaires, ça leur faisait plaisir de donner des noms français aux Autochtones qui baptisaient. Ça a un certain sens. Hein? Finalement, on est sorti, on est revenu avec Bécancour. L'automne suivant, je rencontre Jean-Pierre Rouleau, qui est responsable du carrefour d'entraide en généalogie et patrimoine de Bécancour. Je fais une petite parenthèse. Le carrefour est ouvert à tous les mardis à patrimoine de Bécancour. Pour ceux qui veulent faire leur recherche, Jean-Pierre et ses bénévoles donnent un coup de main et coachent les gens. Je fais ma parenthèse. Donc, je compte mon histoire à Jean-Pierre. Il dit, ça me titille ton affaire. Là. Il dit, regarde ça. Bon, une couple de semaines après, on se rencontre. Il dit, ton intuition, Raymond, c'était bon. Parce que j'ai trouvé que l'arrière-grand-père de Joseph Moreau, c'est Pierre Moreau, né à Bécancour en 1801. Et Pierre était le frère de Louis Moreau, qui se trouve le père de Louis-Zéphirin Moreau. Donc, Pierre Moreau était l'oncle de Louis-Zéphirin Moreau. Ah oui, mais j'ai dit, c'est un Inou. Oui, mais il dit, écoute, j'ai fait des recherches. J'ai trouvé qu'à l'âge de 18 ans, Pierre Moreau s'était fait engager par la Compagnie du But du Tisson, qui avait été comme commis à Tadoussac. Et puis, 2 ans après, j'ai retrouvé son extrait de mariage avec Marie Choconoy, une Inou de Essipit. Puis il dit, encore mieux, il dit, j'ai trouvé au moins 3 extraits de baptême d'enfants, puis là, le curé disait bien, enfants nés du mariage de Joseph Moreau, de Pierre Moreau, et de Marie Choconoy, indien. Ça veut dire que dans le temps, il appelait ça sans sauvager. C'est que Pierre Moreau s'est ensauvagé, c'est-à-dire qu'il a commencé à vivre comme les Inuits. Ah, oui, c'est bon. Fait que j'ai ramassé tous les papiers, j'ai mis ça dans une enveloppe, j'ai adressé ça à la pourvoirie du Lac-en-Cœur, aux soins de Joseph Moreau. Puis l'année d'ensuite, je retourne pêcher. Et en arrivant, la femme qui m'accueille, elle dit, Monsieur Cormier, Joseph nous a bien dit de vous donner notre meilleur chalet. Celui avec la génératrice, le frigidaire, le poêle, le chauffage, tout au propane. On a même une télé satellite. Ouais, mais Joseph, il dit, il n'est pas là, Joseph. Ben non, il y a des funérailles aujourd'hui aux Escoumins, mais il nous a bien dit que demain, tu pourrais être là. Fait que c'est beau, je m'installe, je fais ma pêche, je me fais à souper, prends une bonne bouteille de vin. Puis là, je dis m'écouter la TV. C'était un reportage sur le panda en Chine, toujours de même. D'un coup, Monsieur Cormier, réveillez-vous. Êtes-vous là? Je me rouvre, une grosse lumière, une femme en blanc qui me... Hein? Je dis, ce que je suis? Ben, elle dit, vous êtes à l'hôpital des Escoumins. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, je vois Joseph Moreau qui s'avance, puis il m'explique que la veille, au lieu de descendre la journée même, il a décidé d'aller le soir même à la pourvoirie pour me montrer des vieilles photos de ses ancêtres qu'il voulait me montrer absolument. Il est arrivé vers 7h30 à mon chalet. Il avait vu que j'étais tout affalé sur le divan. Il a dit, il y a un problème. Il
Puis là, ça sentait le gaz à plein nez dans le chalet que j'avais oublié de fermer le rond du poêle. Fait qu'il a fermé le rond du poêle, il m'a pogné, il m'a tiré dans son pick-up, right through à l'hôpital des Escoumins. Ça fait que là, l'infirmière a dit, M. Cormier, elle dit, savez-vous qui vous a sauvé la vie? Bien, je lui ai dit, c'est vrai. Il m'a sauvé la vie, c'est pas des farces. Mais quand j'y pense, s'il n'y avait pas eu le patrimoine de Bécancour, s'il n'y avait pas eu le carrefour d'entraide, je n'aurais pas envoyé des documents d'archives à Joseph. Puis là, je serais mort. Fait que je pense que je vais coucher patrimoine Bécancour sur mon testament. Le dernier concurrent, et non le moindre, celui qui aimerait bien remettre la main sur son trophée, Jean-Guy Dubois. Je plains un petit peu celui qui va me suivre. Moi, ma crainte, c'est pas de défoncer le temps. Ma crainte, c'est d'être disqualifié parce que tout le monde sait que je ne suis pas capable de dire des menteries. Alors, je vais vous raconter simplement un fait vécu. Alors, je suis content d'être à Sainte-Gertrude parce que c'est le paradis des érablières. Puis, vous savez que moi, je suis un peu maniaque d'érablières. J'ai une petite érablière du côté de Précieux-Sang, 400 ans taille, à Chaudière. Et puis, je m'amuse à chaque année avec ça. En 2018, je suis en train d'entailler. Mon beau-frère dit je vais aller t'aider. Fait que moi, j'avais sur le long d'un ruisseau, un petit peu à l'extérieur, il y avait une sorte d'arbre qui était, il était parmi les érables, mais ça ressemblait à des hêtres. Mais ce n'était pas des hêtres. Une sorte d'arbre qu'on ne voit pas. Mais j'avais même demandé ici au groupement forestier, puis ils ne savaient pas ce que c'était. Fait que j'entaillais pas ça. Puis mon beau-frère, lui, qui était avec moi, il n'a pas pensé à ça. C'était à travers les érables. Fait qu'il entaille ça. C'était des arbres qui avaient, j'en ai une photo ici, qui est différente d'un peu des autres. Ils ont la peau très, très lisse. Vous savez, vous connaissez ça, des hêtres. Ça ressemble à des hêtres. Donc, lui, il entaille ça. Et puis, évidemment, je le laisse faire. Je ne voulais pas poter sa balloune. Ça fait que je laisse aller ça. Puis, bon, les sucres commencent, ça coulait, puis tout ça. À un moment donné, ça faisait 2-3 semaines qu'on était entaillés. Ça se met à couler. Il y en avait entaillé 2. Ça se met à couler, ces affaires-là. Ça remplissait les chaudières, ça débordait. On goûte l'eau qui sortait de là. Ça sortait du sirop de poteau, je ne sais pas quoi. Non, c'était très bon. C'était vraiment très sucré. C'était excellent. C'est là, d'ailleurs, que j'en ai conclu que c'est probablement que ces érables-là, c'était des érables femelles. Parce qu'il y avait l'écorce très douce, la peau très, très douce, et puis il était très lente à produire, très lente à se préparer. Je vais demander au groupement forestier, ils n'ont jamais vu ça, eux autres non plus. Je suis le seul à avoir sur ma terre à bois des érables femelles. Fait que ça reste comme ça. À un moment donné, Louis Baudette vient souvent à la cabane, il vient m'aider. Dimanche après-midi, il arrive avec son gendre, et puis le gendre, lui, il est docteur en biochimie à Montréal. Docteur. Ça fait qu'il arrive, puis bon, il compte l'histoire. Ça l'intéressait, ça. Puis lui, il traîne toujours des petites fioles là, pour faire des expériences, des affaires comme ça. Il sort dans son auto 2 fioles, il dit, il vient me montrer ça. Fait que je m'en vais avec lui, je vais montrer mes érables femelles sur le coin, puis tout ça. Ça fait qu'il dit, là, tu vas prendre un petit... tu vas en prendre dans l'érable ordinaire à côté, puis moi, je vais en prendre un échantillon de tes érables femelles. Bon, c'est bien correct. Fait que, il a pris ses échantillons, puis ça, c'était un dimanche, samedi ou le dimanche. Le mardi suivant, je reçois un courriel. D'ailleurs, la preuve que je ne compte pas de mentir, j'ai la copie du courriel ici. Là, okay? C'est daté du 4 avril 2018 de Montréal. Monsieur Dubois, nous avons procédé à l'analyse en laboratoire de 2 échantillons d'eau d'érable prélevés le 30 mars dernier dans votre érablière de Bécancour. L'échantillon A provient d'un érable conventionnel, tel que vous l'avez recueilli.
L'échantillon B est celui qui provient de ce que vous appelez votre érable femelle. L'échantillon A de l'érable ordinaire contient les vitamines et minéraux communément retrouvés dans l'eau d'érable standard au Québec. L'échantillon B, toutefois, contient une molécule appelée bandamol, habituellement produite en laboratoire. Elle comporte des effets aphrodisiaques et érectiles chez l'humain et elle est utilisée notamment dans certains produits connus tels le Viagra et le Cialis. Imaginez-vous, le menton m'a reculé, comprenez. Là, ça m'a tourné dans la tête, j'ai dit, ça y est. Je commence à penser à ça. J'ai dit, tabarouette, je viens. Moi qui ai été élevé pauvrement, puis qui n'a pas de fonds de pension, puis rien, il dit, enfin, je vais être capable. Hey, savez-vous comment ça vaut une pilule de Viagra? Levez donc la main, ceux qui le savent ici. Ah, c'est bien ça. Tout le monde le cache. Il y en a un sur 4, mais il n'en parle pas. Elle le savait. Moi, j'ai appelé Claudéon, le pharmacien à Saint-Grégoire. Comment ça va une pilule de Viagra? Bien, il dit, c'est le bon, là, pas le générique. L'autre, c'est entre 10 et 13 piastres, dépendamment des pharmacies. Ah bon, c'est un bon signe. Hey, je me suis mis à faire des calculs, moi, là. J'avais ça, moi, produit biologiquement sur ma terre à bois. Fait que là, je faisais des calculs, puis pensez-y, là, une pilule, 12, 13 piastres. Moi, ça ne m'en prenait pas gros, là. Alors, ma bulle a duré toute la journée. Le soir, après souper, j'ai reçu un autre courriel. Suite à notre courriel de ce matin, il vient de la même place, là, nous tenons à préciser que ce produit, le bandamol, sous quelque forme, ne pourrait être mis en marché sans être dûment homologué par Santé Canada, un processus long et coûteux nécessitant l'intervention d'une firme pharmaceutique reconnue. Merci de votre confiance. J'ai été riche pendant une douzaine d'heures, finalement. Là, c'est le cas de le dire, ça fait débander une affaire de même. Fait que là, ça a resté comme ça. Fait que là, je me suis dit, je ne peux pas utiliser ça. Bon, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis moi, j'ai un gendre qui est avocat. Et puis j'ai conté l'histoire. Mon gendre d'avocat, il dit, beau-père, touchez pas à ça. C'est très, très dangereux. Vous pouvez aller en cours avec ça. Si jamais quelqu'un fait un excès de votre bandamol, ça peut revenir contre vous, ça. Il ne faut pas toucher à ça d'aucune façon, puis parlez-en le moins possible. Pour ça qu'on parle d'une église, pour être sûr. Donc, tout ça fait que, dit, OK, à partir de maintenant, je vais l'utiliser pour strictement, au moins pour des bonnes œuvres. Je vais en mettre un petit peu de mes érables femelles quand je vais faire ma bouillotte. Et puis, je n'en parlerai pas trop, puis je vais m'organiser avec ça. Ça fait que je produis donc un sirop qui... je produis... Déjà, 30 secondes? Mon Dieu, ne m'avait pas averti de l'autre. Écoutez, de toute façon, j'en ai apporté ici un échantillon. Et puis mon petit-fils, qui est, lui, qui est étudiant en marketing, il m'a trouvé un slogan. Il dit, Papy, il dit, trop molle, bandamol, trop folle, rend la molle. Comme je n'ai pas eu le temps de vous dire que le rang à la molle, c'était l'antidote pour le bandamol, j'ai quand même apporté un échantillon ici que je laisse à Sylvie et Isabelle qui pourront mettre ici pour le Café des Trois Cloches. Ils pourront le mettre en vente en encan silencieux. Ça peut monter assez cher et puis ils pourront le vendre à Noël s'ils veulent. Alors, les profits pourront être versés au Café des Trois Cloches et à la fabrique de Sainte-Gertrude. Merci. Nous allons demander à nos 3 honorables juges de se lever et d'aller au café pour la délibération. Bonne chance.
passe le tien. Ah oui. Je ne sais pas si tu vas me croire, mais j'ai entendu dire qu'ici, à Sainte-Gertrude, les travaux sont enfin finis. Je te créais pas. Ben voyons, je te dis. Je te crée vraiment pas. Ben tu fais bien de pas me croire, parce que tous ceux qui sont arrivés par là, ils t'en ont fait tout un détour, et Seigneur! Ça, je te crée. Toi, je sais pas si tu vas me croire, mais paraîtrait que les hommes sont pas mal plus menteurs que les femmes. Oh là, ça, je te crée pas. Ben, mon homme, je te dis, moi. Les hommes, ça met vraiment plus que les femmes. Oh non, je te crée pas. Je te jure, on a eu la preuve aujourd'hui. Une menteuse pour 9 menteurs. On a vu ça. Là, je te crée. Mon petit saumon flétri, je ne sais pas si tu vas me croire, mais on entend quasiment plus parler de Bécancour, c'est un site que de Montréal. Tu peux toujours lancer ta ligne, mais je te crée pas. Le ministre, la première ministre François Legault, il est tout le temps rendu ici avec la mairesse en train de lâcher les petites pelles. Sais-tu quoi? Ben, je te crée quand même pas. De toute façon, nous autres, avec la filière batterie, on va toujours être au courant de tout. Ah ben ça, je te crée. Je sais pas si tu vas me croire, mais je pense que je viens de voir la sœur arriver, puis ça va aller mal. Oh, ça, je te crée, je te crée, je te crée. On me dit que les juges ont terminé, alors on va les laisser expliquer. Voilà nos juges. Ben, en tout cas, est-ce que vous m'entendez? Bon, alors, après délibération, on est venu à... wow, là, c'est plus grande que ça. On en est venu à 3 mentions spéciales, puis un gagnant, évidemment. Alors, la première, pour l'audace, alors irait à Rosalie Riopel, la première mention. Vous comprendrez que je me sentais un peu concernée, mais voilà. La deuxième mention irait pour l'animateur de foule, Xavier Nourry. La troisième mention pour, en fait, mon coup de cœur, le plus comique, parce que moi, je suis baricaneuse, mais irait à Guy Cormier. Vraiment. Et puis, comme ça prend un gagnant, bien, l'ancien magistrat, M. Dubois. En fait, j'aurais dû dire l'ex, là, ça aurait été plus correct. Oui, super. Non, ben, félicitations. Ben là, je ne serais pas menteur en vous disant que vraiment, je m'y attendais, mais vraiment pas. Ça me fait bien plaisir parce que je me disais, je suis le doyen de ce groupe-là et il faudrait bien que je commence à donner au suivant, puis à laisser des jeunes, puis je voyais des jeunes, 2 bons jeunes au moins cette année qui est en place. C'est ça qu'il faut qu'il arrive, et j'avais l'intention absolument de terminer cette année. Mais là, ça me cause un problème pour l'année prochaine, parce que je n'avais 2 de préparés, et j'ai changé d'idée durant la nuit. Alors, je vais m'en garder une pour l'année prochaine. Merci beaucoup tout le monde, vous êtes bien fins. Merci. Félicitations à tout le groupe. Il est un peu rapide parce que dans le scénario, là, c'est comme président d'honneur, je suis censé lui remettre avec le président, avec Raymond. Donc, on efface, OK? Félicitations à vous.
Donc, merci. Merci tout le monde. Bonne route pour le retour. Merci et à l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine, Saint-Grégoire ou Gentilly, une des deux églises. On va se laisser désirer puis on vous dit ça. Merci. La meilleure façon que je peux comparer ça à la vie d'aujourd'hui, c'est comme un véhicule manuel puis un véhicule automatique. Pour toutes les choses que l'autisme veut engendrer, il faut qu'il passe d'une vitesse à l'autre. Tandis que le monde normal, les neurotypiques, ça se fait plus de façon automatique. Pour moi, l'autisme, c'est juste d'être différent, d'avoir un cerveau différent, mais ça veut pas dire d'être inférieur ou d'être moins bon. C'est important d'être ici pour représenter les femmes autistes Asperger, qui sont souvent invisibles dans la société. Puis j'entends parfois que ah, t'es autiste, ça paraît pas. J'aurais envie de dire à ces gens-là, venez passer une journée dans mes souliers, dans les souliers de ma famille. Mon frère, il est drôle, curieux, il est pas toujours attentif, mais il est très persévérant en ce qui parle de son attention. Il fait tout pour apprendre mieux, puis ça, c'est ça que j'aime de chez lui. Que les autistes, ils n'ont pas beaucoup d'amis. Ils n'ont pas beaucoup d'amis, mais ça leur dérange pas. Puis aussi, c'est pas que t'es autiste que t'es inférieur aux autres. On a souvent des préjugés que l'autisme, c'est vraiment pas très bon, mais en fait, c'est bon. Il y a plein de qualités, comme moi, mon frère, on lit à la même vitesse, tandis que lui est en 3e année et moi en 5e année. En fait, moi, dans ma vie, je gagne à dire aux gens que je suis autiste Asperger parce que ça coupe beaucoup de barrières de jugement puis ça permet une communication plus transparente. Quand j'étais plus jeune, dans le fond, l'éducation que j'ai eue m'a permis de bien me développer.
Puis aujourd'hui, c'est pour ça que je suis capable d'avoir une belle famille. On est heureux, mais notre vie est différente, c'est certain. Il y a plein de femmes qui se disent « je suis un peu différente, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ou comment ». Mais là, on est dans un monde où tout le monde est différent. Donc, cette différence, c'est en même temps cette ressemblance qu'on a. Je sais que ça peut peut-être paraître un peu paradoxal ce que je dis, mais on est tous dans la grande famille des humains. Bienvenue aux autistes dans le monde de la vie. Faites-vous entendre, faites-vous voir par vos réussites. Puis, l'appel à tous aux gens d'être juste un petit peu dans l'ouverture. Parce qu'on a tous à gagner. Ensemble, faisons briller l'autisme! Physiquement, mentalement et socialement, la pandémie a été difficile pour tout le monde. Durant ce temps, les intervenants en maison des jeunes ont vu les jeunes se désengager au niveau des apprentissages en mode virtuel. Le décrochage scolaire, une réalité que vivaient les jeunes du Québec, n'a fait qu'exacerber cette réalité. La persévérance scolaire est devenue un sujet récurrent et préoccupant pour les intervenants en maison de jeunes. Adolescentes et adolescents en pleine phase de construction de leur identité, ayant un grand besoin d'appartenance, se sont retrouvés isolés pendant un long moment. Puis, par intermittence, les intervenants ont observé un effritement des liens significatifs avec les jeunes qu'ils accompagnent, notamment dû au fait que la pandémie force l'offre de services des organisations à inclure un volet virtuel. Isolés, les jeunes ont perdu leurs repères et leur routine. Aujourd'hui, en creux de vague, une peur sociale s'est installée pour nos jeunes. La vulnérabilité familiale s'est accentuée et l'anxiété a pris une place majeure dans la vie post-pandémie. Au-delà de la fréquentation scolaire à proprement parler, la maison de jeunes, un milieu de vie pour adolescents, sont restés présents pour les jeunes. Ouverts de plusieurs façons, s'adaptant jour après jour pour les soutenir dans leurs processus fondamentaux de socialisation et du développement de leur personnalité. D'où l'importance de la fréquenter et de continuer de la fréquenter afin d'accompagner cette belle jeunesse québécoise. De ce fait, les 3 maisons de jeunes de Bécancour sont passées à l'action afin de développer un projet sur la persévérance scolaire et la prévention du décrochage scolaire. Je trouvais ça un peu compliqué, mais à force d'en faire plusieurs, j'ai été capable d'en faire des paragraphes. Nous avons pensé à revenir aux bases et susciter l'intérêt des jeunes avec de nouveaux apprentissages. Et là, tu es devant ton œuvre qui n'est pas achevée encore, mais pourquoi tu t'es inscrite aux ateliers d'art? Parce qu'en fait, l'art, ça m'intéresse, puis ça avait l'air très intéressant de faire de l'art, puis ça m'intéressait d'apprendre à faire ça. Il s'agit de la MDJ de Sainte-Gertrude, de la MDJ La Forteresse du secteur Saint-Angèle-de-Laval et de l'Éclipse Bécancour. Tous membres du regroupement des Maisons des jeunes du Québec, elles en partagent leur mission. Soit être un lieu de rencontre pour les jeunes de 12 à 17 ans qui, sur une base volontaire, viennent à la MDJ afin de participer aux activités quotidiennes animées par des adultes qualifiés et significatifs dans le but de devenir des citoyens et citoyennes critiques, actifs et responsables en vivant des expériences diverses. Il peut y avoir des activités comme la ronde à l'expo. Il peut y avoir des activités aussi qui vont se passer à la MDJ comme, mettons, tournoi de 21, d'autres activités. Puis aussi, il peut y avoir juste des thématiques libres qui ont fait un peu qu'est-ce qu'on veut à la MDJ avec les animateurs. La poste-temps, on peut soit partir une conversation sur quelque chose qui s'est passé durant la journée ou de quelque chose qu'on va apprendre, ou il peut y avoir des thématiques sur des choses importantes. Comment y parvenir?
En temps normal, il suffit de vivre des expériences variées avec les jeunes et les intervenants adultes significatifs dans les maisons de jeunes afin qu'ils découvrent leurs forces, leurs faiblesses, leurs besoins et leurs goûts. Mais dans ce projet, nous avons profité de ces ateliers pour inviter d'autres ressources à se joindre à nous pour favoriser l'harmonisation des connaissances des jeunes et avec des services offerts dans la région. Merci à nos partenaires que sont la Table régionale de l'éducation Centre du Québec, la Relance Nicolas Bécancour. La relance s'implique dans le projet L'Art de persévérer parce que pour nous, c'est vraiment important tout ce qui est la persévérance scolaire, puis de donner une motivation aux jeunes. Donc, dans nos principaux objectifs, là, quand on fait de la prévention universelle, on veut que le jeune se développe des facteurs de protection, des intérêts, des passions et qu'il parte à la découverte vraiment de sa personne, donc d'augmenter là, la connaissance de soi. Donc, la rue Bécancour aussi était partenaire du projet. Oui, on était partenaire. On n'était pas aussi engagés que les maisons des jeunes, bien entendu, mais on était quand même présents pour participer à ces activités-là. Alors, c'était quoi pour vous l'avantage de ce programme-là, de ce projet-là? Bien, je pense que c'est un regroupement de maisons des jeunes. Donc, si un regroupement de maisons des jeunes, il y a un regroupement de jeunes plus concentré. Donc, moi, ça me permet de voir beaucoup plus de jeunes sur place, puis ça me permet de rentrer en contact avec eux autres. Donc, en temps de pandémie, comment fait-on? Eh bien, on fait pareil dans le respect des consignes sanitaires. Nos 3 maisons des jeunes ont donc concocté un programme varié, participatif et volontairement contagieux. C'est un environnement incroyable, magique, tellement... c'est réjouissant de travailler dans un centre où il y a des jeunes. On peut... être créatif, mettre notre énergie aussi, parce que veut pas, on a tous des énergies différentes. C'est une superbe activité, là. C'est très coloré, ça fait du bien. Elles ont approché des artistes, des professionnels de différents horizons et leur ont demandé de donner des ateliers aux jeunes. Pas des conférences, des ateliers sur leur art, leur profession. De façon à ce que les jeunes présents goûtent à toutes sortes de choses d'une façon très concrète en y participant. Moi, je suis beaucoup artistique, puis j'ai comme tout le kit chez moi, là. Fait que je fais mettons, de la sculpture aussi des fois, puis plein de choses comme ça, là. J'ai bien aimé dessiner, puis faire de l'aquarelle. Le poème, ça, c'était comme plus difficile, mais c'est le fun pareil. Ce qu'on cherchait ainsi à développer chez eux, c'est l'art de persévérer. C'est le nom qui a été choisi par nos jeunes pour désigner le projet. Les vecteurs choisis comprennent, outre cette vidéo diffusée sur les ondes de Télécœur, un balado disponible auprès du poste de radio via 90.5 et les réseaux sociaux, bien évidemment. Je suis partie d'une idée de mon nom. Là, il y a une de mes amies qui m'a dit d'enlever l'Y parce que ça va faire plus court. Puis après, j'ai décidé des couleurs au hasard qui se mélangeaient bien. Puis après, il y a Maxime qui m'a aidé à partir. Ce que j'ai apprécié le plus, c'est peut-être de faire un rap en équipe de 2. C'est le fun. Puis après, le rire devant les autres, c'était drôle aussi, là. Journalisme, peinture, poésie, photographie, autant de modes d'expression que les jeunes ont pu explorer, en poussant plus loin par eux-mêmes les notions abordées lors des ateliers. Salut, moi je m'appelle Charlotte Ducette, je viens de la Maison des jeunes de la Forteresse. Puis aujourd'hui, j'ai participé à l'activité de la photographie. Puis j'ai appris plein de choses, puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai appris qu'il y avait plusieurs sortes de modèles d'appareils photo avant les appareils photo normaux, nos téléphones. En tout, c'est des dizaines de jeunes qui ont pu rejoindre directement, mais qui sait combien d'autres ils en rejoindront en communiquant leur expérience. Des tas et des tas, espérons-le, car l'art de persévérer est un art qui rapporte. C'est sans pression, amusant et rempli d'apprentissage. C'était vraiment cool, c'était amusant, on a ri, puis c'était une belle expérience. Il est facile de commencer et tout peut se poursuivre. Continuer demande plus d'efforts et de courage.
Mais avec une telle récompense au bout, soit celle d'apprendre à se connaître, à faire de bons choix pour nous réaliser dans tout ce que nous sommes.